vous remercier toutes et tous donc d'être venus ici à ce webinaire ouvert à nos membres, élus et techniciens, techniciennes, et à nos partenaires de l'agence que je remercie. Ce webinaire est issu d'une publication d'un numéro hors série des cahiers de l'agence d'urbanisme, un numéro de 66 pages. D'habitude, on fait des numéros de 20-25 pages, donc assez exceptionnel, qui a été souhaité par toute l'équipe de l'ODAP pour offrir des regards, mais aussi des interrogations et des analyses croisées sur cette crise sanitaire que tous nos intervenants dans les cahiers ont jugé historique par son ampleur mondiale, par sa soudaineté de diffusion et par ses conséquences économiques et sociales. C'est aussi la première fois, je pense, dans l'histoire, peut-être n'allons pas jusqu'à l'humanité, mais dans l'histoire, où nous avons décidé de provoquer une crise économique. Et on l'a choisi et on l'assume, en tout cas on essaye d'assumer cette crise qui s'offre à nous aujourd'hui dans beaucoup de contextes compliqués et de territoires. Sans plus tarder, je souhaite passer la parole à notre président de l'agence d'urbanisme, Jean-René Tchegaray, pour un mot d'accueil. Jean-René, c'est à vous. Merci Denis, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes évidemment à l'agence d'urbanisme ravis de vous recevoir, même si c'est évidemment au travers de nos écrans respectifs, pour cet échange autour de la thématique des regards croisés sur la crise sanitaire. La crise sanitaire, elle nous interroge tous, évidemment, quelles que soient nos responsabilités dans cette société. Et il nous a paru à l'agence d'urbanisme indispensable de faire appel à deux personnalités pour nous aider à comprendre pas seulement cette crise, mais les effets de cette crise sur notre société. Il s'agit, cela a été présenté il y a quelques instants, de Joël Deroné, qui est donc chercheur, et également de Jean Viard, sociologue, tous deux hommes de science, et qui vont évidemment nous apporter leur regard sur la situation que nous vivons. La certitude, c'est que cette crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés depuis la mi-mars dernier, c'est une crise qui, mi-mars de l'année dernière évidemment, c'est une crise qui va bien sûr impacter considérablement notre société. Cette crise arrive un peu comme une forme d'injonction sur nos politiques publiques, qui sont finalement aujourd'hui toutes réinterrogées par cette situation. On a la certitude aujourd'hui qu'il faut agir et agir vite, et qu'il faut sans doute penser nos territoires, penser aussi avec nos populations en tenant compte de cette situation. Alors, si notre agence d'urbanisme, qui bien sûr est au service des collectivités territoriales, qu'il s'agisse bien sûr des communes, de la région, du département, des communautés d'agglomération, nous avons 13 intercommunalités qui nous ont rejoints au sein de cette agence d'urbanisme, donc autant de parties de notre territoire, à la fois du Pays Basque, mais également du département voisin des Landes, qui sont avec nous pour, sur cette plateforme, nouer une espèce de dialogue territorial qui nous est indispensable. Et parce que ce sont bien sûr les acteurs qui font la ville, qui font aussi les territoires, et que nous avons la conviction à l'agence que c'est le collectif qu'il faut favoriser. Donc, nous ne sommes pas aujourd'hui, et nous n'avons, je pense, en tout cas j'espère, jamais été dans une espèce de rapport de dominant et dominé, comme le disait Albert Memmi dans des écrits relativement anciens déjà, mais dans cette certitude qu'il faut agir ensemble et tous dans la même direction. Encore faut-il y voir clair, et c'est bien sûr nos deux invités qui viendront et nos conférenciers qui viendront dans un instant nous porter quelques éléments d'analyse qui nous aideront, nous, ensuite, peut-être à définir des politiques publiques plus en adéquation avec cette situation sanitaire.
Merci beaucoup, Jean-René. Je sais que vous avez une obligation par la suite et c'est très, très gentil à vous de nous avoir rejoints avec nos partenaires béarnais, landais, basques, mais aussi je sais qu'il y a des collègues d'agence d'urbanisme et des élus représentants d'autres territoires qui ont été intéressés par cette conférence dans laquelle nous allons avoir le privilège de pouvoir discuter avec donc Joël de René, Jean Viard et la présence de Franck Cazenave que je vais vous présenter tout de suite. Alors, Joël de René, on ne le présente plus, mais Joël, vous me permettrez de dire deux mots sur vous avant de vous céder la parole. Joël de René est prospectiviste, écrivain aussi, avec une plume tout à fait intéressante, docteur ès sciences. Il est actuellement conseiller honoraire du président d'Univers Sciences à la Cité des Sciences et l'Industrie de la Villette et le Palais de la Découverte. Joël est également un ancien chercheur au MIT, Massachusetts Institute of Technology. Il a été directeur scientifique à la Société européenne pour le développement des entreprises. Et bien sûr, il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont un que nous avons à l'agence d'urbanisme et que nous utilisons. Et je sais que d'autres agences d'urbanisme également l'utilisent, même si c'est un ouvrage qui remonte dans la mémoire certainement de Joël, qui est le macroscope vers une vision globale et systémique de la société. Jean Viard, Jean aussi, vous me permettrez de vous présenter malgré le fait de votre renommée, est sociologue, directeur de recherche au CNRS et au CEVIPOF, Centre de recherche politique de Sciences Po à Paris. Il a des domaines de recherche extrêmement larges. Ce qui le caractérise et ce qui vous caractérise, mon cher Jean, c'est votre éclectisme, votre ouverture d'esprit et votre intérêt multiple sur bien des sujets, sur les thématiques des temps sociaux, les vacances, les 35 heures, l'aménagement du territoire, l'agriculture, les comportements politiques. Vous avez été aussi, et je le signale, vous nous en parlerez sans doute, élu local, et mon Dieu, pas dans une petite collectivité, puisque je crois qu'il s'agissait de Marseille-Provence en collectivité territoriale. Franck Cazenave est un architecte, est un artiste, mais peut-être que aussi quelque part un peu architecte, puisqu'il se dit plasticien. Franck Cazenave est peintre plasticien à Biarritz, mais pour Franck, il y a certainement des identités locales, mais c'est un homme de recherche, de relation à l'autre, qui se pose beaucoup de questions dans son travail sur les identités, sur le langage, sur les relations cognitives entre les gens. Il est intéressé par de multiples domaines et en particulier est interpellé par le monde post-anthropocène, post-humaniste et transhumaniste, comme il le dit lui-même. Ce que j'ai aimé, c'est, pour vous citer Georges Perec dans Espèce d'espace en 1974, Perec disait « Il faudrait ou bien renoncer à parler de la ville, ou bien s'obliger à en parler le plus simplement du monde, en parler évidemment, familièrement, chasser toute idée préconçue, cesser de penser en termes tout préparés, oublier ce qu'ont dit les urbanistes. » Alors, c'est un peu ce que l'on a cherché à faire en associant Franck Cazenave, qui aura ce regard de témoin un peu original et décalé, et toutefois très averti, parce que je sais qu'il a beaucoup regardé et lu les œuvres de Joël de René et de Jean Viard. Joël, pour introduire votre propos, je me suis permis juste peut-être de citer dans son dernier ouvrage, Boris Cyrulnik, qui écrit « Nous venons de comprendre à l'occasion de la pandémie que l'homme n'est pas au-dessus de la nature. » Pour autant, Joël, vous le savez, avec les extraordinaires pouvoirs que nous confèrent aujourd'hui le numérique et l'intelligence artificielle, on en a d'ailleurs aujourd'hui un exemple avec cette espèce d'ubiquité à laquelle nous participons tous. Est-ce que nous sommes très prêts à en modifier les usages du numérique au service de ce nouveau rapport de l'homme à la nature? Oui, bien sûr, je crois que non seulement on doit le faire, mais on va le faire. Il faut se méfier de l'emploi du mot transhumaniste. Je préfère à la notion de transhumaniste la notion de l'homme augmenté. L'homme et la femme augmentés, ce sont des personnes qui, dotées des outils modernes de la communication en temps réel, notamment du smartphone, qui est une véritable prothèse du cerveau, dotées de ces outils interactifs, en interaction avec nous, avec notre monde, nous sommes des hommes et des femmes augmentés, beaucoup plus que des transhumanistes
Et je pense qu'il faut se concentrer vers tout ce qui conduit à l'augmentation de l'homme. C'est pourquoi je suis très intéressé par la notion de réseau, la vision réticulaire de la communication humaine, parce que les réseaux, la dynamique des réseaux, et vraiment je suis prêt à en discuter avec vous, j'ai beaucoup d'exemples à ce sujet, la dynamique des réseaux fait émerger l'innovation. C'est dans la dynamique des réseaux que les humains créent du tout nouveau. Pas simplement dans la communication dans les réseaux, mais dans la dynamique des interactions humaines dans les réseaux. C'est cette dynamique des interactions humaines dans les réseaux qui fait émerger, qui catalyse la nouveauté, l'innovation dans l'entreprise, l'innovation dans la société, l'invention. L'invention ne naît pas simplement de la juxtaposition de données séparées, l'invention naît de la dynamique des réseaux qui font se comparer les événements, comparer les données et qui créent du lien humain, du lien social. C'est à partir du lien humain dans la dynamique des réseaux que émerge le tout nouveau. C'est ça le catalyseur de l'innovation, la dynamique des interactions humaines. Vous nous entendez toujours, Joël? Oui, oui. Très bien. Justement, ces réseaux et cette analyse réticulaire de la société, comment la traduiriez-vous aujourd'hui dans ce nouveau monde du numérique? Comment, avec ces évolutions, y verriez-vous des traductions concrètes dans le quotidien? Les réseaux sociaux, justement, est-ce qu'il n'y a pas des dérives qui vous paraissent inquiétantes? Mais justement, la pandémie n'a-t-elle pas fait apparaître de nouvelles fonctionnalités qui peuvent peut-être même réinterroger la vie des territoires et la vie des citoyens dans ces territoires et des citoyennes, bien évidemment? Il y a deux choses, si vous voulez. Nous vivons maintenant dans ce que j'appelle un écosystème numérique. Dans cet écosystème numérique, nous sommes un clic les uns des autres, si j'ose dire. Et d'être un clic les uns des autres veut dire que le temps réel, vous m'entendez? Le temps réel s'impose dans l'interrelation des gens. Ce qui fait la force de l'Internet et des réseaux sociaux, c'est le temps réel. C'est le fait que ça se passe maintenant, ici, à tel endroit, et que les gens peuvent témoigner de ce qu'ils sont en train de faire, de ce qu'ils voudraient faire avec les autres. Donc, insistons sur l'importance de la dynamique des réseaux humains et de la création du tout nouveau par catalyse grâce à la dynamique des réseaux. Ce n'est pas simplement les données accumulées, mais c'est les données interactives qui créent de l'innovation. Donc, c'est vers ça qu'il faut aller et contribuer dans l'entreprise et dans la société à la catalyse de la dynamique des réseaux humains. Tout ce qui favorise l'interaction humaine dans les réseaux maintenant numériques favorise l'innovation, la créativité et le tout nouveau. Donc, voilà, c'est ce que je m'efforce de faire avec des exemples dans l'entreprise et que je décris dans mes articles ou dans mes livres. Est-ce que, Joël, par rapport à ce recours que vous appelez aussi de vos voeux dans cet usage du numérique et des réseaux, cet usage aussi de la donnée, de la data, qui d'ailleurs est de moins en moins donnée, mais qui est de plus en plus co-construite, est-ce que dans cette relation-là, vous ne pensez pas que les évolutions sont encore aujourd'hui un peu trop timides, peut-être? Oui, puisqu'on parle de sociologie, je dis que la sociologie doit faire sa mutation vers ce que j'appelle une sociologie du numérique. La sociologie est restée un peu dans les bases traditionnelles de la sociologie des rapports humains que l'on étudiait dans les études de sociologie, qu'on étudie encore à Sciences Po, mais la sociologie doit faire sa mutation vers le numérique. C'est grâce au numérique que la sociologie peut prendre toutes ces dimensions modernes et ces dimensions nouvelles. Donc c'est là où se trouve la clé de la compréhension de notre futur, en particulier dans cette période de pandémie. C'est grâce à la sociologie du numérique que les hommes peuvent aller ensemble plus loin. Mais pour aller ensemble plus loin, il faut pratiquer. Il faut pratiquer grâce à des exemples concrets. C'est pourquoi les mairies, les villes, les quartiers des villes, les associations, mairies, villes, quartiers, associations, sont des éléments de pratique de la sociologie du numérique, de pratique de l'interaction humaine pour créer la dynamique des réseaux dont je parlais. Donc on a tous les éléments ici présents aujourd'hui. L'écosystème numérique est là. L'outil de communication avec notre écosystème numérique, nous le portons sur nous tous les jours. C'est un outil qui est à la fois une télécommande qui permet de cliquer dans l'environnement et en même temps un tableau de bord de ce qui se passe dans notre corps, c'est le smartphone. Le smartphone, c'est un ordinateur puissant. On oublie, on le considère comme un outil pour communiquer, comme un téléphone, mais ce n'est pas du tout un téléphone. Le smartphone, c'est un ordinateur très puissant que nous avons en permanence sur nous
qui nous permet de nous connecter à Internet, qui nous permet de nous connecter entre nous, mais qui nous permet de cliquer dans l'environnement comme si c'était une télécommande permettant d'agir sur l'environnement et de recevoir des informations venant de l'environnement. Voilà l'homme augmenté aujourd'hui, l'homme augmenté et la femme augmentée. Ce sont des êtres dotés d'une prothèse moderne qui est à la fois un ordinateur puissant et une télécommande, le smartphone. Est-ce que ce succès, ce développement des usages du numérique dans ces domaines-là n'est-il pas à même aussi de réinterroger l'appropriation des espaces de nos territoires? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à se dire on va oublier les espaces parce qu'on va se noyer dans cet espace numérique? Comment, Joël, arriver à gérer ces évolutions? Nos enfants ne sont plus comme nous à utiliser de la même façon les espaces extérieurs. Ils ne les vivent pas de la même façon, ils ne vivent pas la même chose, le rapport au temps. Est-ce que vous avez une approche, Joël, de cette nouvelle relation qui peut-être se tisse au travers du numérique à notre espace concret? Justement, je pense que le numérique est un catalyseur pour nous aider à mieux percevoir notre environnement direct, notre environnement spatial, notre environnement humain. C'est grâce au numérique, grâce à ce catalyseur de la relation, grâce à ce catalyseur des interdépendances, grâce à ce catalyseur de la relation à l'écosystème, que nous pouvons prendre conscience du territoire, prendre mieux conscience de l'espace et du temps. C'est grâce au numérique que l'espace et le temps deviennent non seulement perceptibles, mais expérimentables. Grâce au numérique, on peut expérimenter le spatio-temporel qu'on ne pouvait pas faire avant avec le littéraire, avec le texte, avec l'écrit, avec le livre, avec la carte de géographie. Maintenant, avec le numérique, on peut le faire. Le textuel, la carte de géographie ou le livre ne suffisait pas. L'annuaire ou le plan qu'on étale devant soi ne suffisait pas. L'interactivité en temps réel change tout. Alors que le plan et la carte ne changeaient pas. La carte et le territoire n'ont pas la même relation que l'écosystème numérique et le territoire. C'est complètement différent. Regardez le touriste. Les touristes avec leur smartphone, le numérique et les plans qu'ils ont, et le dialogue en temps réel, des commentaires sur l'endroit où ils veulent aller, ça a changé complètement la relation au tourisme. Donc la carte et le territoire ne sont plus du tout les mêmes avec le numérique. Nous sommes des êtres différents. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes des humains augmentés. Joël, les collectivités territoriales que vous indiquiez tout à l'heure, que vous citiez, et qui devaient, à votre avis, se saisir différemment de peut-être et prendre le virage de la nouveauté de ce monde numérique, aujourd'hui semble peut-être être un peu fixées sur la première phase, c'est-à-dire le développement de la fibre. Ne doivent-elles pas et comment pourraient-elles anticiper aussi au-delà de ce simple équipement, faire en sorte que les tuyaux qui passent sur les territoires, parce que c'est quand même des tuyaux, on pourrait dire que quelque part, la toile numérique, c'est un petit peu le chemin de fer du 19e siècle dans notre territoire. Bien sûr, mais il ne faut pas confondre le contenu et le contenant. Le contenu, il passe à travers les fibres, il va passer à travers les fibres. Et le contenant, ce sont les fibres. Alors donc, il faut faire des expériences territoriales, des expériences locales dans lesquelles les gens sont impliqués pour découvrir la force et la puissance de ces nouveaux outils. C'est dans des expérimentations réelles sur le terrain, avec les mairies, avec les municipalités, avec les quartiers, avec les associations, que chacun découvrira la puissance de ces écosystèmes numériques et la force des nouveaux outils. Je crois à l'expérimentation et surtout à l'évaluation des expérimentations. Il y a deux choses. On peut faire des expérimentations et beaucoup de villes commencent à le lancer, des associations le lancent. Mais l'important, ce n'est pas tellement l'expérimentation, c'est la capacité d'évaluer les résultats de l'expérimentation, faire une évaluation collective des résultats. Voilà la clé, l'évaluation collective des résultats. C'est un mot qui résonne dans les propos, dans vos propos, qui résonne à l'agence d'urbanisme. Si on se rappelle le petit propos introductif de Jean-René Tchegaray sur le sens du collectif tout à l'heure, je pense qu'on est bien sur cette dimension-là, sur cette approche. Vous citiez dans votre article, Joël, la réalité virtuelle et la réalité augmentée dans la construction du futur. Et vous faisiez tout à l'heure, dans votre propos, la différence entre intelligence artificielle, intelligence augmentée. Comment est-ce que cette réalité virtuelle ou réalité augmentée
peut-elle servir nos futurs de nos territoires? D'abord, on aura de plus en plus de mal avec les datas. Il y a une infopollution, si j'ose dire, une pollution par l'information, trop de data. Et l'homme ne pourra pas survivre à cet encombrement des données, à la fois dans son extérieur, dans les nouvelles, dans les news, dans l'entreprise. L'encombrement des données ne pourra être résolu qu'avec l'aide de l'intelligence artificielle. La force de l'intelligence artificielle, c'est de faire des corrélations. C'est de dire si ça et ça existe, alors en les rassemblant, ça peut donner ça. C'est ça la force de l'intelligence artificielle. C'est nous aider à faire des corrélations. Les corrélations, tout seul, on ne pourra plus le faire à cause de la masse de données, le big data. Et grâce à l'intelligence artificielle, le big data devient compréhensible. Le big data devient cohérent. La cohérence du big data ne viendra que de l'intelligence artificielle. Et c'est pourquoi il faut s'y mettre très tôt, le plus vite possible. Et j'incite les entreprises que je conseille à se mettre dès maintenant à l'intelligence artificielle. Les grandes entreprises ne demandent que ça. IBM ne demande qu'à vous aider à mettre en place dans l'entreprise l'intelligence artificielle et les applications concrètes qui intéressent les entrepreneurs, les patrons d'entreprise. Ils s'y étaient pas mis et quand ils font le test, ils voient à quel point ça peut être fécond pour leur entreprise et pour les relations entre les gens. Donc, réponse à votre question, je pense que nous ne surmonterons le big data que grâce à l'intelligence artificielle. Tout seul, on n'y arrivera pas. Est-ce que pour autant, un discours assez facile, une réponse assez facile que l'on entend, oui, mais alors du coup, l'intelligence humaine, que fait-elle? Vous avez l'air de dire que l'intelligence augmentée ou artificielle nous permettra d'analyser le big data, mais que bien évidemment, l'intelligence humaine refera ensuite les connexions sur ce qu'aura fait comme connexion l'intelligence augmentée. C'est ça l'augmentation finalement accumulative de l'intelligence humaine sur l'intelligence artificielle? Voilà, il y a une grande différence entre l'intelligence artificielle et la stupidité naturelle. La stupidité naturelle, elle existe partout. Mais grâce à l'intelligence artificielle, la stupidité naturelle, ou plutôt la non-conscience, la non-compréhension personnelle, peut être augmentée. Et c'est grâce à cette augmentation de ces interactions que nous pourrons surmonter le big data. Ce que j'ai dit et écrit depuis longtemps, l'intelligence artificielle n'est qu'un succédané, n'est qu'un ajout à l'intelligence naturelle. Elle ne le supplante pas. L'intelligence artificielle est un ajout à l'intelligence naturelle et c'est ça qui conduit, c'est cet ajout qui conduit à l'homme augmenté. Dans ce même sujet, Joël, vous évoquiez le risque du numérique ou de ce développement des réseaux, ce développement réticulaire de l'information, et vous appeliez à être vigilant sur le deep fake, comme vous le citiez vous-même. Comment aujourd'hui analysez-vous les risques de ce deep fake sur notre société? Comment lutter contre cela? Est-ce que cela passe par de l'éducation au numérique? Est-ce que cela passe par de la vigilance policière sur les réseaux? Comment vous voyez les choses? Il y a deux choses. Vous avez mentionné le terme de l'éducation. Bien entendu, ça passe par une meilleure compréhension très tôt de ce que c'est que le deepfake et la possibilité de manipuler les données des humains. Mais je crois beaucoup à l'usage de la blockchain. Je pense que de plus en plus, avec confiance que les gens ont dans la blockchain, en échangeant grâce à la blockchain des informations, ils peuvent faire. Moi, je me suis fait une sorte de blockchain d'amis personnels qui sont des témoins de confiance, en qui j'ai confiance, qui sont ma blockchain personnelle, à qui je demande constamment, quand il y a des fausses nouvelles, des fake news, qu'est-ce qu'ils en pensent, comment ils réagissent. Donc, je pense que la blockchain, une blockchain privée qu'on se construit soi-même avec des gens en qui on a confiance, peut être un moyen de mieux lutter contre ces fausses nouvelles, contre les deepfakes et contre le fait que de plus en plus, ça va se répandre avec le clonage numérique, ce que j'ai appelé depuis longtemps le clonage numérique, c'est-à-dire la possibilité de prendre la physionomie de quelqu'un, de prendre sa voix, de prendre ses réactions, la tonalité de sa voix. On peut le faire aujourd'hui beaucoup plus facilement que ce que j'avais prévu il y a 10 ans. Il y a 10-15 ans, j'ai parlé du clonage virtuel humain. Pour la première fois, tout le monde a écarquillé les yeux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On y est. Quand vous voyez Obama ces dernières semaines sur Internet, c'est son image créée en deepfake, ce n'est pas lui. Et d'ailleurs, il s'est prêté à cet exercice pour en montrer le danger. Donc, je crois qu'on va de plus en plus vers un monde où seule la blockchain pourra nous aider, par comparaison avec des gens en qui on a confiance, à éviter de se faire piéger par les deepfakes.
C'est effectivement aussi un lien étroit avec la question de la big data dont vous parliez tout à l'heure, et peut-être que l'intelligence artificielle peut aussi être un outil pour nous aider à faire ces connexions-là. Vous citiez, Joël, dans vos propos, les références à un penseur, Geoffrey West, qui décrit la ville comme un métabolisme, un organisme vivant. Dans vos propos, et vous faisiez le lien avec cet organisme vivant et l'impact de la relation humaine au travers du numérique. Est-ce que vous pouvez développer votre pensée à ce propos? Oui, d'abord, Geoffrey West est un chercheur du Santa Fe Institute, un de ceux qui a le mieux compris et appliqué la pensée systémique à la ville, dans lequel il dit en gros la même chose que ce que je dis depuis assez longtemps, que la ville est à la fois le support et la conséquence de l'organisme vivant qui l'habite. L'organisme vivant global que nous constituons tous comme des cellules qui sont les habitants de la ville. Alors comme Geoffrey West, je dis la même chose que lui, la ville est à la fois le support et la conséquence de l'organisme vivant qui l'habite. C'est un organisme vivant fait de cellules dont nous sommes chacun les habitants de la ville, et la ville est un organisme vivant. Cet organisme vivant évolue, il mute, il évolue vers le bien, il évolue vers la difficulté, et son écosystème change. Donc je crois qu'il faut considérer la ville d'une manière globale, avec l'approche systémique de Geoffrey West ou la mienne dans le macroscope. Je pense qu'on a une vision complètement différente de ce qu'on appelait l'urbanisme. L'urbanisme, c'était souvent une étude sociologique de l'urbanité, mais on n'en est plus là aujourd'hui. On n'en est plus à une étude sociologique de l'urbanité. L'urbanisme moderne, ça doit être comme Geoffrey West ou comme moi, une vision globale et systémique de l'organisme vivant que la ville constitue avec les cellules humaines qui l'habitent. Est-ce qu'à ce propos, même si ce n'est pas votre cœur d'intérêt, Joël, mais l'urbanisme aujourd'hui, dans la tête de beaucoup d'élus, c'est des exercices imposés de type planification. Alors, on fait un plan local d'urbanisme, on fait un document sur la mobilité, on fait un document sur l'habitat, etc. Vous qui avez approché avec d'autres comme Edgar Morin, etc., l'analyse systémique depuis bien longtemps, Joël, et qui regrettait peut-être sa faible diffusion, quel regard portez-vous sur ce risque un petit peu d'excès de cloisonnement aujourd'hui? Cloisonnement, c'est une vision très limitée de l'urbanisme moderne. Dans l'urbanisme moderne, dans la planification urbaine et prospective de la planification urbaine, il faut mettre non seulement des architectes, des sociologues, des urbanistes, mais aussi des philosophes, voire des moralistes, voire des autorités morales, pourquoi pas religieuses et spirituelles. C'est-à-dire de voir la ville comme une entité humaine beaucoup plus complexe que simplement des quartiers, des rues, des routes en cohabitation, juxtaposées les unes aux autres. Donc la vision urbaniste telle que j'ai moi, c'est une vision beaucoup plus ample de la vision de la ville comme organisme vivant. Et donc, il faut avoir une vision quasi biologique, philosophique, voire spirituelle de la ville. Et c'est précisément peut-être ce que pourrait nous aider à faire justement ces outils numériques à décloisonner. Est-ce que c'est peut-être un moyen de nous aider ou est-ce que ça peut être au contraire un handicap pour nous complexifier les analyses? C'est toujours le risque du numérique. Le risque du numérique bien utilisé peut être un moyen formidable pour aller plus loin, mais le numérique mal utilisé peut être au contraire un handicap dans la mesure où surnager, submergé par des données que l'on n'arrive pas à coordonner et à relier les unes aux autres, ça peut être un handicap. Mais je crois que bien utilisé, bien formé, avec une vision systémique, un échange de liens humains, de liens sociaux, la vision systémique de l'urbanisme moderne peut être un atout extraordinaire pour mieux comprendre l'évolution de la ville. Parce que quelque part, Joël, le réseau, finalement, la toile, est constituée un peu aujourd'hui comme un monde parallèle, comme un monde peut-être même urbain, peut-être encore plus urbain que ne l'est le monde réel, spatial. Oui, Michel Serres l'a bien dit. Quand dans sa relation géographique à la ville, Michel Serres l'a très bien dit. Quand on parle du centre, il y a le centre de la ville. Quand on parle d'un site Internet, on va vers un site Internet. C'est une vision géographique de l'Internet, alors que c'est complètement virtuel. On va vers un site comme une ville. Il y a le site Internet, la ville est un site.
Donc, il y a à la fois la relation entre le réel et le virtuel. Michel Serres l'avait bien compris. Et il a raison. Donc, il faut absolument qu'on regarde la ville comme à la fois un réseau humain, un organisme vivant, et en même temps un site virtuel et aussi bien réel grâce à la puissance de l'écosystème numérique aujourd'hui et du temps réel. Merci Joël pour cet échange riche avec moi. Je voudrais maintenant que nous fassions un petit pas de côté avec Franck Cazenave qui puisse échanger avec vous avec ce regard de l'artiste. Voilà, je suis à titre personnel absolument convaincu de l'intérêt de ce regard décalé d'un homme qui crée et qui invente, qui interroge aussi son environnement. Et je pense, Joël, que Franck aura ce petit pas de côté à vous proposer. Franck, est-ce que tu peux prendre le micro? Oui, vous m'entendez? Parfaitement. Bonjour à tous. Oui, non, ce qui m'intéressait beaucoup dans ce que disait Joël, c'était effectivement cette notion de cloisonnement et pour travailler moi-même sur comment dire, des enjeux de temporalité, d'identité, de perception, parce qu'il y a on oublie comment dire, cette rupture avec la jeunesse notamment, qui est à mon avis capitale, parce que sur la temporalité, par exemple, nous n'avons pas du tout le même rapport à la vitesse. Sur l'identité non plus, on parle de deepfake déjà, mais on n'a peut-être même pas compris encore le rapport avec la modification du rapport à l'identité des jeunes notamment. On sait que le rapport du selfie ou des applications de modification du physique ne sont pas du tout les mêmes pour les gens de 20 ans que ceux de 40, 60 et plus. Et puis évidemment, les notions de perception, évidemment, ça engendre aussi ce rapport à l'information. On voit aujourd'hui que même dans le domaine politique, les percées de Twitch, etc., qui sont quand même à l'origine des réseaux créés par des jeunes pour parler entre eux des jeux vidéo et de ce jeu en réseau. Et donc, je pense qu'il y a effectivement une biologie, une vision biologique du numérique, de la ville qui est capitale, et je suis d'accord avec ça, avec Joël. En revanche, je m'interroge personnellement sur une vision peut-être trop linéaire, car cette biologie, elle implique aussi le générationnel. Et dans la ville aussi, parce que même s'il faut travailler avec, je suis encore une fois d'accord avec Joël, avec beaucoup de personnes différentes pour approcher un futur de la ville, j'ai l'impression que cette jeunesse-là est un petit peu mise de côté, elle n'est pas souvent invitée à la table. Et voilà, je me demande, et pour connaître aussi des personnes qui remettent en cause notre rapport au numérique ou le rapport des enfants au numérique et aux écrans, et avec tout ce que ça peut engendrer, cette prothèse dont parle Joël, je me demande comment Joël, qui est, on le sait, toujours un esprit jeune, comment Joël voit ce rapport à la jeunesse et comment nous, on peut aider, quel que soit notre périmètre d'action, une jeunesse, un dialogue, une vision du numérique plus partagée. Moi, j'ai créé ce que j'appelle la coéducation intergénérationnelle. Alors, Franck, je l'explique un petit peu pour aller dans le sens de ta question. La coéducation intergénérationnelle, dans le sens des plus jeunes vers les seniors, c'est de leur apprendre les outils modernes du numérique, du temps réel, et les mettre à jour, les aider à expérimenter. Mais dans le sens des seniors vers les plus jeunes, c'est la contextualisation des événements dans un contexte à la fois économique, culturel, sociétal, voire spirituel. Donc, ça joue dans les deux sens. La coéducation intergénérationnelle, c'est des jeunes vers les seniors sur le plan technique, numérique, temps réel, et des seniors vers les plus jeunes, c'est sur le plan conceptuel, économique, spirituel et des relations humaines. Donc, je crois que cette coéducation intergénérationnelle va être de plus en plus fondamentale dans le futur et le numérique va beaucoup nous y aider. Et je pense, Franck, que aussi la pensée artistique, qu'elle soit musicale ou plastique, est fondamentale. Musicale parce qu'elle se déroule dans le temps, elle réapprend le temps et la durée musicale, et artistique ou plastique, comme ce que tu fais, c'est instantané devant un tableau, c'est l'émotion. L'émotion instantanée par rapport à l'émotion dans le temps, qui est la musique. Donc, je pense que l'émotion artistique va jouer un rôle vis-à-vis des jeunes de plus en plus important. Il n'y a qu'à regarder à quel point ils sont concernés par la musique moderne, par les téléchargements de musique, par le streaming
musicale aujourd'hui pour accompagner leur vie. Beaucoup d'entre eux font leurs études. Moi, je vois mes petits-enfants, ils font leurs travaux, leurs études, leurs devoirs avec des écouteurs sur les oreilles, en train d'écouter leur musique préférée. Donc, c'est indissociable de leur vie. L'art pictural et musical font partie de la construction du monde de demain. Et tu participes. Non, je suis bien d'accord. En revanche, voilà, on sait que dans le domaine éducatif, malheureusement, on n'a pas forcément beaucoup évolué sur ce rapport-là, parce que peu ou prou, ils ont le même rapport que nous avions au collège ou au lycée avec la musique ou l'art visuel. Mais la coéducation nous emmène vers cette idée de co-création. Et alors souvent, nous, les artistes, on est invités, souvent maintenant une volonté politique qui est un petit peu, comment dire, un petit peu partial, c'est de dire toujours impliquer les habitants, etc. Alors, il y a toujours une notion sociologique intéressante, mais on peut se dire aussi qu'on n'a peut-être pas inventé ce nouveau modèle, comment dire, dans la ville. Et c'est pour ça qu'avec Jean Viard, tout à l'heure, on pourra voir aussi, mais il y a à la fois le modèle spatial, mais il y a le modèle aussi, comment dire, individuel. C'est-à-dire, on associe, comment dire, pardon, on additionne un petit peu des rapports individuels, mais comment dire, le gain collectif est toujours difficile. Le mot-clé, le mot essentiel, la co-création. Il faut aller vers la co-création et créer toutes les conditions qui permettent aux jeunes de co-créer. Et rappeler cette phrase d'Albert Camus qui est tellement importante. La phrase d'Albert Camus, c'est créer, c'est vivre deux fois. C'est formidable parce que créer, c'est créer du sens, créer du plus, être plus, plutôt que posséder plus. Et donc, créer, c'est vivre deux fois. D'où l'importance de la co-création collective que tu mentionnais tout à l'heure. Je suis à 100% d'accord avec toi. Et Joël, selon vous, je suis évidemment d'accord avec ce que vous dites et comment ne pas se rappeler de Camus, mais comment, selon vous, du coup, le numérique peut stimuler, et c'est peut-être ça qui est intéressant à regarder chez les jeunes qui partagent leurs jeux vidéo en réseau des soirées entières, et que malheureusement beaucoup d'adultes ou de grands jugent ou regardent avec un peu de condescendance. Il y a ce côté co-création. En tout cas, ils partagent des parcours virtuels dans leurs jeux vidéo ensemble. Et comment, selon vous, indépendamment de ce jeu vidéo, de ces jeux vidéo qui, quand même, commencent à percer, puisque, encore une fois, Twitch est le résultat, et Clubhouse aussi, les nouveaux réseaux dont s'emparent d'ailleurs pas mal de personnalités politiques en ce moment. Comment, selon vous, outre ces réseaux, le numérique peut stimuler ou restimuler la co-création dans une réelle, c'est-à-dire, comme vous le disiez, passer d'une réalité, alors il y a réalité virtuelle, réalité augmentée et réalité partagée, même si c'est le numérique qui nous y amène ou nous y ramène. Pardon. C'est l'expérience qu'on a fait à la Cité des Sciences dont je parlais tout à l'heure, c'est les masterclass où les jeunes enseignent à d'autres et le moyen d'enseigner est un formidable moyen d'apprendre. Moi, je me rappelle d'un des cours que j'ai donné aux États-Unis au MIT, un des tout premiers cours. Les élèves ont levé la main en disant « Est-ce que vous dites ça pour vous faire plaisir ou pour nous apprendre quelque chose ?» J'ai dit « J'espère les deux ». Ils ont dit « Mais laissez-nous faire, on va prendre votre place de prof et on va vous expliquer comment il faut nous enseigner. » Et ce qu'ils voulaient expliquer, comment enseigner, c'est être le plus participatif possible et le plus interactif à tous les moments de la classe, alors que les profs ont une vision trop linéaire de leur enseignement en disant « Attendez la fin, je vous interrogerai ». Donc, les élèves voulaient que ce soit du temps réel et qu'il y ait une participation permanente. Ça m'a beaucoup appris. C'est à partir de cette expérience du MIT que j'ai créé le USSP, qui voulait dire le Unified Science Study Program, programme des sciences unifiées, dans lesquels il y avait le Dry Lab et le Wet Lab, le Dry Lab pour la physique, le Wet Lab pour la chimie. Et on avait fait un ensemble complet de toutes les disciplines scientifiques plutôt que de les apprendre les unes après les autres. Donc, je pense que le linéaire est destructeur. Le linéaire et le pyramidal sont destructeurs dans la formation et dans la pédagogie. L'interaction et le réseau. Dans l'interaction et le réseau se trouvent les clés de la coéducation.
C'est un point important qui résonne aussi dans vos propos à l'agence d'urbanisme, qui essayons de pratiquer les modalités de travail de design thinking, comme on dit, ou de co-élaboration et de participation des gens à un exercice collectif. Joël, on va laisser la parole à notre remonteur de questions par le biais du chat, si vous le voulez bien. Marc, je te laisse. Alors, simplement, effectivement, il y a eu 3 questions qui ont été posées. Donc, au regard du temps, je ne suis pas certain de pouvoir toutes les remonter. On verra en fonction du temps des réponses, mais peut-être une première question qui concernait la nouveauté, la question des innovations. Effectivement, vous évoquiez que la nouveauté émerge des interactions constructives, mais la question qui est remontée dans le chat, c'est finalement quel type d'innovation peut-on attendre de ces interactions constructives? Et au-delà de ça, concrètement, comment on peut les stimuler? Par quelles actions? D'abord, l'innovation, il y a 2 choses. Quand on parle de l'innovation dans l'entreprise, on voit quelque chose qui naît comme ça du tout nouveau, à partir d'innovations préexistantes qui conduisent à un brevet. Mais l'innovation, c'est un réseau innovant. Il faut comprendre l'innovation comme les structures émergentes naissant d'un réseau innovant. Il n'y a pas d'innovation dans l'entreprise, il y a des réseaux innovants, et c'est à partir de ces réseaux innovants que le tout nouveau naît. Encore une fois, la dynamique des réseaux, la dynamique des interactions. Donc l'innovation comme ça qui sort comme un jack in the box d'une boîte, j'y crois pas. Moi, je crois au réseau innovant dans l'entreprise et la possibilité de faire émerger l'innovation grâce au réseau innovant. C'est ça qui change tout. Merci beaucoup, Joël. Nous allons devoir passer la parole à Jean Viard, qui attend l'intervention. Le chat remontera aussi à l'issue de Jean Viard et vous pourrez revenir dans les questions in fine directement. D'accord. Merci beaucoup, Jean. Merci beaucoup, Joël, pardon, et merci beaucoup, Franck, que nous allons retrouver dans un petit moment. Jean, merci d'avoir patienté. Jean Viard, vous écrivez sur la modernité également, et en écho, je voulais à nouveau citer Boris Cyrulnik qui écrit récemment « La modernité n'est plus un facteur de protection et n'est plus une source de bonheur », quand vous écrivez aussi que la pandémie tourne la page de la modernité. En quoi réinterroge-t-elle la lecture ou participe-t-elle à réinterroger la lecture de nos territoires, cette pandémie, Jean? Alors, je dirais 2 choses en introduction. D'abord, on est en train de gagner une bataille. Moi, chaque fois qu'on donne les chiffres de morts, je multiplie par 10 ou 20 pour avoir le nombre de vies qu'on a sauvées. Et je crois que c'est important parce que sinon, on est dans une vision noire de ce qui est en train de se passer. On vit évidemment une tragédie, c'est incontestable. Mais je veux dire, si on avait été comme le moment de la grippe espagnole, où au fond on n'avait pas les moyens scientifiques ni l'information pour mener le combat, il y a eu entre 50 et 100 millions de morts. Donc c'est la première chose à dire. On est en train de gagner la bataille et effectivement, il y aura, comme on dit, des dégâts collatéraux quand on est militaire, mais en gros, on a sauvé au moins 10 ou 20 fois le nombre de gens qui sont décédés. C'est la première chose qui me semble importante pour avoir une vision, y compris de la dynamique de ce processus. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que en ce moment, on est pris dans la contingence. Donc, on voit la souffrance, la maladie, les masques, les vaccins qui arrivent ou pas. Et au fond, on est mal placé pour voir l'événement historique dans sa grandeur, c'est-à-dire que 5 milliards d'hommes ont décidé de faire la même chose et de s'observer les uns les autres et de créer des liens entre eux pour se demander comment s'en sortir, ce qui était strictement jamais arrivé. On met toujours l'accent sur les conflits, les différences, etc. Mais l'important, c'est qu'on s'est mis à se dire qu'on allait faire ensemble et quand tous les soirs on discute, est-ce que les Coréens sont meilleurs que les Allemands? Qu'est-ce qui se passe en Italie? Pourquoi est-ce que les Bretons sont moins malades que les Alsaciens? Est-ce que c'est qu'ils s'embrassent moins? Il y a du vent, il y a du soleil. Et y compris derrière ça, on fait beaucoup ressortir les cultures. Est-ce que c'est Confucius qui protège en Asie? Est-ce que c'est le totalitarisme? Vous voyez, on pourrait multiplier les questions comme ça. Et chez nous, est-ce que c'est que la France de l'Ouest? Pourquoi la France de l'Ouest est moins malade? Est-ce que les gens ne vivent pas pareil? Est-ce qu'ils n'ont pas les mêmes comportements physiques, etc. Donc, vous voyez, il y a aussi la densité urbaine, bien entendu. Donc, il y a différents éléments. Donc, on passe son temps, au fond, à parler du territoire et à essayer, au fond, d'analyser ce territoire, de voir le rapport qu'il a avec la maladie. Donc, ça, c'est ça qui m'intéresse en ce moment. La deuxième chose, c'est que il y a à peu près 10% des gens qui disent qu'ils veulent changer de vie. C'est-à-dire que la question, c'est toujours, je ne veux pas avoir souffert pour rien, qu'est-ce que je ferai après pour, au fond, qu'il m'arrive quelque chose qui, je dirais, permette de faire du positif à partir de ce qu'on vit en négatif. En Chine, à Wuhan, il y a 10% des gens qui ont divorcé.
sont séparés. On estime qu'on est dans les mêmes proportions. Donc, on va avoir 4 millions à 5 millions de gens qui vont divorcer, déménager, changer de métier, etc. Donc, on est face à une vague. Et il faut penser cette vague comme une vague de changements sociétaux, une vague de changements privés, bien sûr, mais pas que privés. Vous regardez sur le territoire, par exemple, vous regardez les écarts de valeur des maisons en France, vous voyez très bien que les grandes villes stagnent, que les villes non touristiques reculent énormément et que les villes touristiques explosent. Il y a en gros presque 20% d'écart entre l'évolution du prix, par exemple à Vierzon, je ne ferai fâcher personne, qui baisse, et puis l'évolution à Tours, par exemple, qui augmente de 10%. C'est-à-dire que le territoire est en train d'être relu par une stratégie des acteurs de se déplacer et effectivement de se dire, au fond, si j'avais à habiter ailleurs, si je peux aller habiter ailleurs, je fais quoi? 23% des Français disent, je suis en train de déménager. Je ne dis pas qu'ils déménageront tous, mais c'est ce qu'ils sont dans leur histoire, en train de se raconter, se renseigner, regarder ce qu'ils vont faire. C'est une vague gigantesque. Et il y en a 10% qui ont déjà pris la décision du déménagement. Donc, on est dans cette société flottante. Et ça a deux intérêts. Le premier, c'est ceux qui se déplacent. Et le deuxième, c'est que ce qui est positif, c'est là où ils vont aller. Alors qu'on était dans une période où si on n'était pas dans la grande ville, si on ne faisait pas du vélo, si on n'était pas dans cette espèce de ville un peu bobo, vélo, etc., on n'était pas dans le coup. C'est ce qu'on avait avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, au fond, c'était les milieux populaires du grand périurbain ou du monde rural profond qui effectivement, à un moment, se sont révoltés parce qu'on leur disait « votre mode de vie, il est nul ». Alors qu'ils trouvaient leur mode de vie pas si nul que ça, ils vivaient en lotissement, ils étaient devenus propriétaires, c'était des couples biactifs, etc. Donc, il y avait une classe sociale populaire qui avait quitté la ville, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, qui a construit 16 millions de maisons en lotissement, et à un moment, on leur a dit, votre modèle culturel, votre modèle économique et votre modèle écologique, il est absurde. Et aujourd'hui, qui c'est qui a raison, d'une certaine façon? Qui est-ce qui est content? C'est celui qui a un jardin. Et donc, vous voyez, ça fait que les territoires désirés ou non, ce n'est pas simplement les gens qui se déplacent qui m'intéressent, c'est qu'ils déplacent le désir avec eux. Et ça, si vous voulez, c'est extrêmement important. Il faut dire une chose. En France, il y a 16 millions de maisons avec jardin où habitent 65% de la population. Et il y a effectivement 13 millions d'appartements, mais d'abord il y en a moins, mais surtout il y a beaucoup de petits appartements. Les 10 millions de personnes seules vivent plus souvent en appartement. Donc, si vous voulez, il faut bien se représenter que nous sommes une société de grandes villes, bien entendu, mais de villes-jardins, mais de territoires de maisons avec jardin. Et on a un décalage parce que l'urbanisme a toujours voulu densifier les populations et les populations n'arrêtent pas de voter avec leurs pieds pour avoir un bout de terrain, un jardin, la propriété, etc. Donc là, on a un décalage entre le discours officiel de l'urbanisme et puis les pratiques populaires. Et ce qui est en train de se passer va accélérer ce rapport. Donc ça, si vous voulez, c'est un élément, je crois, à voir et par rapport à nos discussions. La deuxième chose, si vous voulez, qui me frappe, c'est qu'au fond, je dirais, par rapport à la discussion précédente avec Joël, moi, je dirais on est dans la deuxième phase des sociétés numériques. C'est-à-dire qu'au fond, ce qu'on est en train de faire, moi, souvent, je compare avec 45. En 45, le pétrole a pris le pouvoir. Avant, il y avait déjà des voitures, il y avait déjà des camions, mais la plupart des gens n'avaient pas de voiture. La voiture était un objet de luxe, un objet technique. Et puis, petit à petit, le pétrole a pris la place, on a rediscuté, on a redessiné les territoires, on a fait 63 000 ronds-points, ce qui est une folie absolue, des autoroutes, des voies rapides, après on a fait des casseurs de vitesse, etc., des parkings, etc., des supermarchés. On a construit la ville autour de l'essence et le territoire autour de l'essence, y compris les guerres pour le pétrole, etc., le pouvoir de Elf, enfin bon, on a bien vu toutes ces stratégies de corruption des pays du Sud, tout ça est inséparable. Et nous, d'un coup, on bascule définitivement dans la civilisation numérique. Ça veut dire qu'avant, on avait déjà des ordinateurs, on pouvait éventuellement faire un zoom, mais si j'avais dit à quelqu'un, non, attends, je ne me déplace pas, on se fait un zoom, il m'aurait dit, écoute, t'es pas sympa, si ça ne t'intéresse pas, on annule. Je ne peux pas faire une émission de télé par Zoom, même encore maintenant. Arte, ils me disent non. Je leur dis, ils m'invitent tout le temps. Je dis, mais non, je ne vais pas aller à Paris en ce moment pour ça. C'est trop chiant d'être à Paris, excusez-moi, mais on ne peut pas manger. Ils me disent, ah bah tant pis, ils ne t'invitent pas. Mais ce qui est rare, les autres ont accepté. Donc je veux dire par là que le lien numérique a pris le pas sur le lien du pétrole, pour le dire comme ça. Ce qui entraîne bien sûr des choses importantes, parce que ce qu'on a dit dans les liens, c'est aussi le lien dans l'intime. Le numérique est rentré dans la famille. Puisqu'on a mis les vieux, je me mets dedans, puisqu'on est vieux à 70 ans aujourd'hui, c'est la nouvelle réglementation. Du coup, nous, on n'est plus venu nous voir. On a communiqué par le numérique dans l'intrafamilial. Donc ça aussi, c'est tout un changement du lien, il est dans ce monde-là. Et puis, de l'autre côté, au fond, qu'est-ce qui s'était passé depuis 20 ans? Il s'était passé que les grandes métropoles, il y en a 200 sur la planète, et en France, il y en a 8 des vraies. Les autres, on veut le titre de métropole, mais bon, c'est pas très... C'est quoi une métropole? C'est là où la toile,
croise la densité des cerveaux, des créateurs, des artistes, des ingénieurs, des capitalistes, des patrons, etc. C'est-à-dire, le groupe humain se croise avec la densité de la toile. Quelque part, la toile, c'est une ville délocalisée. C'est-à-dire, c'est effectivement de l'aléatoire qui permet des rencontres dans tous les sens. Mais la grosse différence, c'est que si vous habitez à Paris ou à Manhattan, vous voyez une expo, une heure après, vous allez la voir, vous entendez une conférence de Joël de René, vous prenez votre métro, et vous cherchez quelque chose, et vous prenez votre téléphone, vous dites on peut se voir dans une heure. Quand on habite, comme moi par exemple, à 800 km de Paris, quand je vois un truc qui m'intéresse, je dis bon, est-ce qu'on peut se voir quand je remonte à Paris dans 15 jours? On n'est pas du tout dans la même accélération. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les métropoles concentrent la création de richesses. En France, les 8 métropoles premières font 61% du produit intérieur brut. Et ça ne fait qu'accélérer. Et dans une période, au fond, les gens essayaient d'aller y habiter pour être à côté de là où il y avait l'emploi, la création de richesses, etc. Et puis, depuis quelques années, ça commençait à s'écarter. C'est-à-dire qu'on voit bien sur Paris, Paris avait perdu 59 000 habitants ces 10 dernières années. Les gens ont commencé à séparer l'art de vivre, on va dire, et l'art de produire. Oui, il faut être à Paris, oui, il faut y passer régulièrement, mais on n'est pas obligé d'y habiter, on n'est pas obligé d'y être tous les jours, etc. Donc, il y avait ce rapport au temps qui s'assouplissait, tout en reconnaissant que les moteurs sont là. On va pas. Moi, j'appelle souvent les métropoles les mines du 21e siècle. C'est comme les mines, on peut penser ce qu'on veut, mais on n'allait pas déplacer les mines. Là, on ne peut pas déplacer les métropoles en tant que nœud de hub, de la toile et de la densité des cerveaux, pour le dire comme ça, pas des cerveaux, des intérêts, etc. Et au fond, là, on a un phénomène où on se dit non, attends, on va passer au temps partiel sur la métropole. C'est là où le télétravail est passionnant, c'est là où, au fond, la livraison Amazon est passionnant, c'est-à-dire qu'on va vers un nouveau couple, qui est le couple, au fond, entre le local et le livré. Quelque part, le travail à domicile, c'est comme Amazon. On vous déplace le travail, on vous déplace les objets, mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, j'amène le travail, j'amène l'objet dans le local et dans mon logement. Alors, on se rend compte que c'est faisable, à condition que ça ne soit pas que ça. C'est-à-dire, la livraison est possible si on développe aussi le lien local. Le marché, l'école, la place, le tiers-lieu, on y reviendra peut-être. C'est-à-dire, on se rend compte de ce couple. Bon. De même qu'on se rend compte qu'on peut habiter dans le local si on est en lien, évidemment, avec la grande entreprise, avec la ville, avec le monde universitaire, avec le voyage, etc. C'est des couples. Mais ces couples sont en train de changer. Et je crois que c'est ça qui est intéressant. C'est de se dire, effectivement, local et livraison, c'est le même couple. Tiers-lieu et séjour 2-3 jours dans la grande entreprise, c'est le même couple. Et là, on est sur une autre idée, parce qu'on est sur une idée du territoire extrêmement différent. On est au fond à terme, si je suis caricatural. Prenez Paris, 55% des logements sont occupés par des gens qui vivent seuls. Si vous rajoutez les touristes qu'il y a dans la ville, et si vous rajoutez effectivement les 150 000 chambres d'hôtel, les Airbnb, etc., vous avez une ville où, en gros, je veux dire, des familles qui y habitent sont très, très, très minoritaires. Très, très minoritaires. Et donc, si vous voulez, et New York, c'est encore pire. À terme, au fond, la ville, c'est le lieu de la rencontre. Moi, j'ai un auteur que j'adore, mais bon, je ne vais pas vous me lancer là-dessus. C'est un auteur russe du début du XXe siècle, Ivan Kremniov, qui a écrit une utopie de la ville et que j'aime beaucoup parce qu'au fond, l'idée, c'est que personne n'habitera plus dans la ville. La ville, c'est fait pour se rencontrer, c'est fait pour aller à l'hôtel, c'est fait pour aller au théâtre, c'est fait pour faire l'amour, c'est fait pour ce que vous voulez. Mais la société vivra autour dans des maisons avec jardin. Et en fait, c'est une utopie. C'est la seule utopie, au fond, de l'URSS, puisque Kremniov, c'était le secrétaire général du parti agrarien, qui est d'ailleurs le premier victime des procès de Moscou. Mais c'était la seule utopie, quelque part, qui s'est réalisée, si vous voulez, dans toutes les utopies, etc. Bon, je ferme ma parenthèse, mais pour moi, ça m'a toujours guidé dans ma façon de travailler. C'est en fait le travail d'Ivan Kremniov. Et si vous voulez, donc, c'est un peu ça auquel on assiste. C'est-à-dire, on assiste à une nouvelle relation entre une nouvelle période, moi je crois, du monde numérique, où on a basculé dans cette civilisation, mais du coup, on peut habiter à des tas d'autres endroits. Mais des endroits mis en désir par le tourisme. Parce que la ville, moi j'utilise souvent l'expression de métropole augmentée, alors bon, mais pourquoi? Pour croiser ce que vient de dire Joël. Et on a bien vu une chose avec les Gilets jaunes. Il y a une extension de la ville, c'est le milieu populaire qui a voulu être propriétaire, qui a voulu être biactif, et qui a calculé pour acheter un terrain pas cher, pas loin d'un rond-point, pour aller à la ville, au supermarché, à l'école pour les enfants. En gros, c'est les milieux populaires qui ont quitté le HLM depuis la guerre, dans toutes nos grandes démocraties, et qui effectivement se sont installés dans ces immenses lotissements périurbains. C'est la base de l'extrême droite, c'est la base de Trump, c'est la base de Johnson, parce que ces gens sont désocialisés, ils sont dans un espace non fonctionnel, ils n'habitent pas une commune, ils ont acheté des mètres carrés, ils sont pas du tout, les communes ne sont pas du tout à leur échelle, ils ne votent pas, ils sont abstentionnistes, etc. Et comme vous savez qu'on dit toujours à 20 km d'une gare, le Front National double. En gros, c'est cette situation. C'est exactement l'électorat de Johnson et de Trump, c'est-à-dire ce que dit Jacques Lévy, c'est des gens qui se sentent scotchés
alors qu'en fait, ils étaient dans un projet positif. Ils voulaient quitter les quartiers et ils voulaient aussi quitter les quartiers pour quitter les immigrés. Et c'est eux qui ont fait que petit à petit, les quartiers des villes sont devenus monocolores, si on peut dire, parce que, en fait, j'allais dire, les ouvriers des migrations précédentes ou les ouvriers d'origine française ancienne ont quitté ces quartiers pour aller dans le monde des lotissements. Et du coup, sont restés dans les quartiers des villes, essentiellement les immigrés récents. Donc là, on a ce type de séparation. Donc il y a une extension de la ville, mais là, elle est fonction du prix du mètre carré et de la distance au rond-point. Et puis là, on voit une autre extension de la ville, c'est celle, effectivement, on va dire, des télétravailleurs. Eux, ils vont dans des lieux à image de marque, à 1 heure et demie de la métropole centre. Ils veulent pouvoir y retourner régulièrement et en train, parce qu'ils sont dans des cultures, ils ne vont pas y aller en voiture, donc ils veulent des transports de ce style. Mais eux, ils veulent avoir la fierté du lieu où ils sont. Pour ça, parce qu'ils vont dire, je suis allé habiter à Tours et je vois la Loire. Ça va leur donner une définition d'eux-mêmes à travers l'identité du territoire qu'ils vont capter, ce qui est complètement différent des Gilets jaunes qui dit simplement, j'habite à 1 heure de Paris, à 1 heure de Nantes ou de Bordeaux. Il se positionne pas en disant, j'habite à tel endroit, il se positionne à une distance, en fait, qu'il est à l'extérieur, donc il n'appartient pas au territoire. Donc je vous donne cette différence par rapport aux questions que vous posez, parce que si vous voulez, je pense que d'une certaine manière en cela, le numérique renforce le rôle du territoire et dans la construction des identités. Si vous voulez, depuis la guerre, on a construit les identités essentiellement en termes de classe sociale. Et puis petit à petit, ce discours de classe avait remplacé le discours ancien, si vous voulez, où on était déjà dans les sociétés rurales, évidemment, on était d'abord d'un territoire. La société de classe, on a refait du territoire, les quartiers rouges, les quartiers bourgeois, etc. Mais si vous voulez, petit à petit, ça s'est défait parce qu'il n'y a plus Billancourt, il n'y a plus de grands collectifs de travail, et puis surtout, 70% des ouvriers habitent à la campagne et l'essentiel des usines ont été éjectés des grandes métropoles parce que ça consomme des mètres carrés, etc. et que c'est polluant, il y a des camions, etc. Donc en fait, les ouvriers ne sont plus dans les villes. On l'a bien vu quand on regarde cette pandémie. Pour revenir à nos questions géographiques qui vous intéressent, on a vu 3 groupes sociaux. On a vu le groupe social des ouvriers, pas télétravailleurs, qui étaient au chômage technique au début, ils habitaient à la campagne et eux, après, ils se sont remis à travailler. On a vu effectivement la population des gens du care et du service qui, eux, n'ont pas arrêté de travailler, mais qui, eux, habitent très loin de leur domicile parce qu'ils ont des salaires médiocres, totalement médiocres. Donc, ils ne peuvent pas habiter dans la métropole, ils habitent loin. Et donc, effectivement, c'est une deuxième géographie. Et puis, on a vu effectivement les télétravailleurs. Il y a quand même 1 million de personnes qui ont quitté l'Île-de-France. Certains, beaucoup dans leur résidence secondaire. Je ne dis pas qu'ils sont tous partis définitivement. Je ne sais pas combien à la fin partiront. Mais la vague est là, et la vague culturelle qui m'intéresse, c'est-à-dire la revalidation de ceux qui ne sont pas dans la métropole. Et donc, ça fait 3 groupes. Et si vous voulez, ça fait 3 politiques publiques. Vous voyez, l'autre jour, je discutais avec la ministre du Logement, je lui disais, Madame Wargon, le premier sujet, c'est que les gens du care et du service, il faut leur donner priorité dans le logement social à côté de leur emploi. Il faut arrêter de ne localiser les gens que par rapport à leur niveau de revenu. Il faut revenir à Jules Ferry. L'institutrice, l'infirmière doivent avoir le HLM de l'autre côté de la rue, de là où ils travaillent. Et donc, ce lien dans le care et le service, c'est la première question. Donner à ceux qui le veulent la proximité de la juxtaposition géographique. Parce que c'est l'enjeu absolument essentiel. Le monde ouvrier, il va profiter de cette crise. Il va y avoir de nouvelles chaînes de valeur. Et peu ou prou, l'industrie va plutôt progresser, même si elle est de plus en plus automatique, etc. Mais elle va plutôt progresser. Et effectivement, ensuite, la troisième solution, c'est cette population qui se déplace dans le territoire, qui revalide des lieux. Et l'enjeu pour des collectivités comme vous en ce moment, c'est comment on les accueille, comment on fait pour les capter, comment on crée des tiers-lieux pour que d'un coup, ils aient l'impression… Vous savez, un tiers-lieu, c'est important parce que les gens ne veulent pas habiter, ils ne veulent pas travailler chez eux, ils veulent travailler à côté de chez eux. Parce que ce qu'on a vu pendant la pandémie dans les couples en télétravail, c'est que quand un couple télétravaille, ça veut dire madame s'occupe des enfants et travaille dans la cuisine. Monsieur prend la cuisine isolée. À 83% des couples, on fait ça. Donc, si vous voulez, sans compter, donc ça veut dire sans compter le reste. C'est-à-dire que l'inégalité des statuts hommes-femmes, dès qu'on se retrouve dans la sphère privée, il y a, je dirais, c'est dans la sphère publique, à côté, c'est égalitaire, si on peut le dire. C'est-à-dire qu'il y a un écart absolument gigantesque. Et là, les femmes ont pris 20 ans de retard, une certaine recul. Elles ont reculé de 20 ans dans leur conquête de statut, et notamment dans la sphère de l'intime. Donc, c'est extra, y compris, mais c'était peut-être la demande des enfants, tout ça. Je ne suis pas qui voulait maman tout le temps, je veux dire, mais n'empêche que ça, on doit y être extrêmement attentif. Et donc, si vous voulez, il y a tous ces enjeux qui sont en train de réorganiser le territoire à toute vitesse. Et la vraie question, c'est est-ce que les collectivités locales vont aller assez vite? Prenez, vous voyez, des gens qui se déplacent comme ça. Si on veut les garder, ben, il faut les rencontrer, il faut leur trouver une place à l'école. Il y avait une région qui faisait remarquablement ça, c'était la région Rhône-Alpes. Auvergne, l'ancienne région Auvergne, pas celle actuelle, celle d'avant. Et le président de région avait engagé un chef d'orchestre comme chargé de la localisation des arrivants.
Et il me disait, tu comprends, un chef d'orchestre, ça a l'habitude de déplacer une équipe de gens complètement différents. Il y a des qui font que de la musique, il y en a, ils sont en couple, il y en a, ils veulent des aventures, etc. Donc, je déplace 50, 100, 150 personnes et en permanence, je gère des tas de problèmes. J'ai qu'un petit chien, j'ai qu'un n'a pas, etc. Et il lui a confié la gestion des arrivants. Et de la même manière, c'est-à-dire, effectivement, celui qui a un chien, il veut savoir où il y a un vétérinaire. Celui qui a un gosse, il va être sûr d'avoir une place à la crèche. Celui dont le conjoint ne travaille pas, il veut qu'on lui trouve un boulot. Et donc, comment on gère tout ça en même temps, comment on le favorise et comment donc on crée des tiers-lieux? Les tiers-lieux, il y en a 1800 en France, dont 46% dans des villes petites. Il y en a, le reste sont dans les grandes métropoles. Je pense qu'il va y en avoir 10 000 très très vite. C'est-à-dire que les tiers-lieux, ce sont des lieux où se rencontrent la création et le coworking, où se rencontrent, c'est un lieu où on mange, c'est un lieu où il y a des artistes qui exposent, et ça permet aux gens qui on loue des places, on peut faire des réunions. Et vous voyez, moi j'en suis plusieurs, moi j'ai un tiers-lieu dans lequel j'observe de très près, il y a différents modèles. Il y en a à Paris, c'est tous les hôtels du quartier qui ont loué des places à l'année pour qu'effectivement, quand on va dans l'hôtel, il y a marqué, voilà, si vous voulez travailler dans un tiers-lieu, nous avons des places à telle et telle adresse. Ça, c'est un des modèles. Ça permet aussi de faire des réunions. Ça permet des réunions à 4, à 10, à 20, à 30. Enfin, c'est une structure très complexe. C'est dans anciens bâtiments de Calman-Lévy, près de l'Opéra, par exemple, qui sont passionnants à observer dans ce genre-là. Et puis, il y a des tas de tiers-lieux qui se créent partout. Il y en a qui sont complètement privés. Il y en a qui sont publics. Il y en a qui sont aussi des lieux d'accès à tous les réseaux de communication, où il y a aussi, on peut effectivement aller faire ses impôts, etc. Il y a quelqu'un, il y a des fonctionnaires qui vous font pour vous, ils se mettent dans l'ordinateur et vous leur posez des questions, etc. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je crois que tout ça met du travail qui circule dans l'espace, des compétences, de la revalorisation de lieux qui étaient dévalorisés. Et donc, si vous voulez, c'est pour ça que j'insiste sur cette entrée-là pour répondre à votre question. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai mis mon micro? Merci beaucoup, Jean, pour cette décoiffante intervention et ces analyses toujours brillantes. Je voudrais que Franck puisse réagir parce que là, nous avons avec Jean une analyse concrète du spatial aussi, de l'humain, des déplacements de population, de l'attractivité des territoires et des espaces. Franck, qu'est-ce que cela t'inspire comme pas de côté? Vous entendez? Oui, ça y est, on t'entend. Très bien. Non, ce que je retiens dans l'intervention de Jean, c'est à la fois, évidemment, je connais son goût pour le tiers-lieu, donc je comprends tout à fait et partage pour la majeure partie ce qu'il dit de l'intérêt des tiers-lieux et du fait qu'il y en aura de plus en plus, et notamment dans des endroits ruraux, qui favorisent aussi l'accès au numérique. Donc ça, je suis absolument d'accord sur l'intérêt de ces lieux. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est son passage sur Manhattan. Et dans le tiers-lieu, on comprend qu'il y a une démarche, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va vouloir effectivement aller travailler, manger, partager un moment, pas très loin de chez lui, etc. Et dans Manhattan, on peut relever, ou à New York, c'est un cas d'école intéressant aussi, où on a pu voir peut-être une des premières coopératives, supermarchés coopératifs à Brooklyn, qui a fait un peu école d'ailleurs dans la région maintenant, ou alors l'émergence de ce qu'on a appelé la Green Line, la ligne verte, pour le coup à Manhattan même. Cette ligne verte a émergé comme ça, une espèce de passage, de promenade, pour ceux qui ne la connaissent pas, au milieu de buildings, d'architectes, etc., tout près d'un énorme lieu de culture, un nouveau lieu de culture, The Shed. Et ça a quand même révolutionné le côté est cette partie est de New York, Manhattan. Et donc, à la fois entre le tiers-lieu et cet exemple de la ligne verte ou de la coopérative de Park Slope, donc de l'autre côté, à Brooklyn, à l'ouest, ça me fait poser à Jean cette question, puisqu'avant, on avait le modèle traditionnel de la place du village, du stade ou de l'église vers laquelle on se retrouvait, où donc on va dire peut-être le tiers-lieu pourrait prendre cette place. Néanmoins, encore une fois, ça demande une démarche. Je vais là-bas et voilà, comment est-ce que lui voit l'émergence de nouveaux modèles? C'est-à-dire, je tombe sur quelque chose, comme je tombe sur la Green Line, ou je tombais sur une sculpture ou sur un espace qui modifie mon rapport ou qui modifie mon rapport à l'espace, à ma vision, qui est une interpellation en fait, du réel. Et je me dis, le tiers-lieu, oui, bien entendu, et il faut soutenir. Et je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres interpellations
possibles ou de nouvelles interprétations possibles de l'individu dans sa ville, parce que si on imagine que chacun est dans son jardin, très bien dans son jardin, et qu'il a cette démarche d'aller dans un tiers-lieu, que devient l'espace public qui n'est pas tiers-lieu, qui n'est pas jardin, ma maison, mon jardin? Qu'est-ce qu'il devient? Un endroit de transit, un endroit vide, un endroit de circulation. Et on sait qu'il y a des questionnements, hein, des villes et des territoires sur la circulation, la place de la voiture, la place du piéton, etc. Donc voilà, si je m'interroge, peut-être que Jean a une vision là-dessus. C'est une très belle question pour un sociologue. Jean. Non, mais j'entends bien la question. Alors, la ligne verte, moi, je suis aussi celle qui est à Nantes. Je la trouve très intéressante depuis qu'ils ont créé à Nantes, etc. Je ne sais pas s'ils l'ont repris de Manhattan. J'en avais pas parlé avec Jean Blaise, donc je ne sais pas si c'est la même origine, mais ce n'est pas important. C'est effectivement que dans un territoire qu'on connaît, on peut le redécouvrir complètement autrement. Et l'intérêt de la ligne verte, par exemple, de Nantes, que je connais très bien parce que j'ai beaucoup travaillé à Nantes, par exemple, vous rentrez dans la cathédrale et vous montez sur une échelle et vous voyez le gisant d'au-dessus, alors que d'habitude, vous le voyez d'en dessous, où il y a effectivement la tombe de Richard Cœur de Lion et de Léonard d'Aquitaine. Vous allez dans l'opéra et vous allez traverser la Seine et vous allez d'un autre côté regarder le théâtre de la Seine et pas etc. Bon, puis il y a tout le reste qui fait visiter la ville, etc. Mais c'est l'idée de déplacer le regard et de faire regarder autrement ce qu'on croit connaître déjà. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Donc, moi, c'est pour ça que je défends toujours beaucoup le voyage, si vous voulez. Je crois qu'on est dans un monde où l'humanité est en train de se réunifier et qu'elle fait de plus en plus humanité commune. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y aura que quelques millions de morts. C'est-à-dire que c'est bien parce qu'on a une communauté planétaire qui s'est construite, qui n'est pas d'abord économique, qui est d'abord humaine. Quand il y a 1,5 milliard presque d'hommes qui tous les ans se sont mis à franchir une frontière. Moi, quand j'étais jeune, en 68, il y avait 60 millions de touristes internationaux. Aujourd'hui, il y en a à peu près 1,2 milliard, et en France, il y a plus de visiteurs que d'habitants, sans même compter les visiteurs des Français eux-mêmes, puisque les Français partent 4 ou 5 fois par an pour leur majorité d'entre eux, même s'il y a aussi 25% des gens qui ne bougent jamais, évidemment, il y a toutes ces positions. Donc, au fond, une société aujourd'hui, elle est autant spectacle qu'habitat, et il faut maintenir ces deux dimensions. C'est absolument essentiel. C'est pour ça que je parle, moi, plutôt souvent avant, si vous voulez, depuis la guerre, la mode, c'était la résidence secondaire. Moi, j'ai tendance à penser qu'on va plutôt vers le bureau secondaire, c'est-à-dire qu'au fond, on va vers 2 lieux de travail. Donc, 2 systèmes de sociabilité. Il y a le système de sociabilité, on va dire, dans l'entreprise. Moi, je vais à Paris tous les 15 jours, toutes les 3 semaines. Je suis très intégré au mode parisien depuis 40 ans. Bon, je suis à Sciences Po Paris, tout ça, mais je n'y ai jamais habité. Mais je veux dire, je pense que ce mode de vie, c'est-à-dire cette utilisation de la très grande ville comme lieu de rencontre, de sociabilité, de culture, etc., c'est sans doute quelque chose qui se développe et qu'il faut démocratiser, parce qu'on oublie toujours de dire qu'il y a quand même qu'une toute petite partie de la population qui participe au phénomène culturel. Simplement, les 4000 festivals d'été ne recueillent que 19% de praticiens dans la population. Il ne faut jamais oublier ces chiffres et pas croire que la culture, c'est tout le monde. Et donc, c'est la même question dans un territoire. Moi, je ne pense pas du tout le tiers-lieu comme étant un repli où on va du jardin au tiers-lieu. C'est simplement l'idée que les gens avec qui je vais déjà à la sortie de l'école, mais je ne sais pas ce qu'ils font, les gens avec qui je fais déjà à la salle de sport, les gens avec qui je peux aller au spectacle, les gens avec qui, je ne sais pas, on fait d'autres activités locales, d'un coup, je sais aussi qu'est-ce qu'ils font. Parce qu'une fois, on va être assis à côté, on va dire, ah, tu fais quoi? Je travaille à Air France, et toi, tu es artiste, etc. C'est-à-dire que d'un coup, on crée du lien. C'est de densifier. Moi, je crois beaucoup à l'alliance entre le local et le voyage, pour le dire comme ça, ce qui renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure sur la livraison et le local. Et il faut développer les deux. J'ai peur par-dessus tout des gens qui sont contre le voyage, des discours anti-voyage. Il y a des endroits où il y a du surtourisme, de la destruction, etc. Je suis d'accord. Mais je veux dire, je considère le voyage comme un des grands pas de l'humanité vers effectivement le fait de découvrir l'autre, sa culture, ses monuments, ses œuvres d'art, etc. Et puis tout simplement les autres, le plaisir. Vous voyez, l'autre jour, je m'arrêterai là-dessus, mais dans mon village, il y a 1 an, il y a un bus de Chinois qui est passé. Il s'est arrêté devant la boucherie de Raymond. Ils sont descendus, ils ont photographié tous les saucissons, ils sont remontés dans le bus et ils sont partis. Je trouve ça extraordinaire. Ça n'avait aucun sens et c'était magnifique. Franck, vas-y. Non, je trouve que c'est amusant. Moi, je suis absolument pour cette notion pour le voyage évidemment, mais aussi pour être toujours voyageur de ma région d'origine. J'ai l'impression que plus je voyage moi-même, plus je regarde, mieux je regarde d'où je viens. Et d'ailleurs, c'est amusant sur des projets que
que j'ai en ce moment, justement, c'est plutôt ça, d'ailleurs, c'est de regarder des choses qui sont tout près de nous. Et en ce sens-là, je crois que l'interpellation de l'habitant, et parce que les populations changent, se mélangent, et je pense que celui qui vient dans son bureau secondaire, pour pas dire résidence, ou dans son coworking, etc., et donc se mélange à une population qui est là peut-être depuis longtemps, peut-être depuis des générations, l'un comme l'autre, l'une ou l'autre, je pense, bénéficiera de cette interpellation du réel, c'est-à-dire de redevenir ou de devenir voyageur de l'endroit. Parce qu'en fait, celui qui vient en secondaire, comme ça, il a peut-être une caricature de l'endroit où il va, et celui qui vit depuis longtemps croit connaître, c'est-à-dire qu'il a une vision parcellaire. Et donc, une interpellation de ces gens-là par un voyage ou par une invitation au voyage d'un périmètre comme ça intime, vaut pour les deux. Et souvent, dans les politiques locales, comme ça, c'est un peu binaire toujours. C'est cette espèce de truc. Moi, j'aime bien la troisième voie, chère un peu à la philosophie orientale ou autre, mais cette troisième voie qui ouvre d'autres voies et dans le sens d'être intervenant tous. Et je crois que ça aussi, je ne sais pas si en sociologie ou si les observations sociologiques de gens, comment dire, présument ça de ce qui va se passer, c'est-à-dire de moins catégoriser les gens de par leur origine ou leur profil et de peut-être sans les mettre évidemment dans le même niveau, ni les mêmes moyens, vous parliez justement de la culture, mais par contre on peut favoriser un accès commun, c'est-à-dire qu'on peut se dire, peut-être que tout le monde n'ira pas vers une interpellation, mais en tout cas on peut la mettre à disposition de tous. Alors, je ne sais pas si cette voie-là, simplifiée peut-être, et peut-être complexe à mettre en place, mais est-ce que c'est quelque chose que vous observez? Est-ce que peut-être on peut interpeller de la même manière celui qui est là depuis longtemps que celui qui vient d'arriver? Bon, vous êtes un territoire un peu particulier, c'est vrai, mais il faut quand même se rappeler qu'en France, il y a 10% des gens qui meurent dans la commune où ils sont nés et 50% qui habitent dans le département de leur naissance, sans compter tous ceux qui ont changé dans leur département de région, etc. C'est-à-dire que la population est beaucoup plus mobile qu'on ne le dit. Alors, bien sûr, plutôt dans le monde urbain que dans le monde rural, mais il faut quand même faire attention, y compris parce que même le monde paysan, j'ai fait un article récemment là-dessus, si vous voulez, après 14-18, il y a beaucoup on a tué, il y avait 700 000 veuves, enfin, il y avait 300 000 veuves, plus que quelques centaines de milliers de jeunes femmes, du coup, non mariées. Les bras ont été ouverts, si on peut dire, avec les champs, à des hommes des villes, à des Belges, etc. C'est-à-dire que le renouvellement des populations est souvent plus important qu'on ne le dit. Mais après, moi, ce que je trouve intéressant en ce moment, si vous voulez, c'est qu'on est sorti de la période où les appartenances n'étaient définies que par le social, le statut social, le niveau. Vous voyez, l'autre jour, quand j'ai discuté avec la ministre, elle me dit, bon, il y a 70% des Français qui ont droit au logement social. Je dis, écoutez, Madame la ministre, évidemment, ça vous renforce de dire qu'il y en a beaucoup, mais moi, je peux vous dire qu'il y en a 65% qui sont propriétaires. Donc, peut-être qu'il faudrait essayer de ne pas tout le temps vouloir montrer qu'on est plus gros pour avoir plus de pouvoir. Alors, bien sûr, c'est vrai statistiquement, mais il se trouve que la majorité des Français sont déjà propriétaires, donc ils n'ont pas envie du logement social. Moi, ce que je crois surtout, si vous voulez, c'est qu'on entre dans une période de multi-appartenance et qu'on est à la fois d'un genre, on est d'une origine, on est d'une pratique sexuelle, on est des pratiques sportives, on est d'un groupe social, d'un niveau de revenu. Vous voyez, qu'est-ce que c'est là? Moi, avoir mis le SMIC à Paris, c'est invivable. Avoir le SMIC dans certaines campagnes, en gros, avec un bon jardin, ça va pas mal. Donc, on fait des moyennes qui classent les gens par niveau de vie. Quel est le sens du classement? En fait, il n'y en a pas, je veux dire. Ça gonfle le nombre de gens qui ne s'en sortent pas. Donc, si vous voulez, sur tout ça, je pense qu'on est dans une période d'éclatement des appartenances. Vous savez, les débats sur l'islamo-gauchisme, les genres, etc. Quelque part, c'est ça qu'ils disent, c'est qu'il y a des chercheurs, y compris parce que dans la recherche, il y a de plus en plus de femmes, il y a de plus en plus d'enfants d'immigrés, etc. Donc, ils s'intéressent à leur propre trajet, comme moi, j'ai pu m'intéresser à mon propre trajet de petit-fils de paysan. Donc, je veux dire, du coup, ça montre qu'on est une société multi-appartenante, et qu'il faut protéger ça comme la prunelle de nos yeux, parce que c'est un phénomène. La question de la tolérance est centrale. C'est bien sûr tout l'intérêt de la pensée de Camus, on l'a déjà cité, bien sûr. Et alors qu'il y a toute une pensée guerrière chez les intellectuels français, toute la pensée sartrienne, les gens qui ont adoré Khomeini, qui ont adoré Staline, etc. Je veux dire, on dirait toujours que le monde change par le conflit violent. Non, le monde change par effectivement la différence des opinions, par la négociation des points de vue et par la tolérance des échanges. Et il faut défendre ces valeurs, je veux dire. Et en ce moment, c'est un négro. Mais l'intérêt, c'est cet enrichissement des appartenances. Moi, je trouve ça absolument passionnant.
Et le fait qu'on est en permanence à étudier les origines, etc., je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire attention, il n'y a pas nous et eux, il n'y a pas les anciens du pays et ceux qui sont là depuis longtemps. Vous voyez, moi je suis arrivé à Marseille, j'avais 6 mois, mais à Marseille, je suis toujours considéré comme n'étant pas marseillais parce que je n'y suis pas né. Alors souvent, je dis aux élus, oui, tu as raison, mais tu sais, j'ai 20 ans de plus que toi, donc j'ai beaucoup plus connu le territoire que toi, donc il faut y aller mollo quand même. Mais voilà, il faut se battre en permanence pour dire que les sociétés sont plus ouvertes et ont été plus ouvertes qu'on ne le croit. Merci beaucoup, Jean. Ce petit mot de conclusion me permet de renvoyer aussi à l'approche que nous en faisait tout à l'heure Jean-René Tchigaray sur cette approche du collectif. Je vous propose de passer à une question du chat avant que d'ouvrir. Je crois qu'il y a une participante qui souhaite poser une question en suivant. Mais Marc, est-ce que tu as peut-être à sélectionner quelques propositions de questions par le chat? Oui, juste une question sans caricaturer les propos de M. Viard. Vous avez évoqué que les gens déplacent le désir avec eux et que parfois les politiques publiques peuvent accompagner ces éléments-là. Une question qui a été posée dans le chat, c'est est-ce que finalement les politiques publiques ne peuvent pas accompagner aussi d'autres désirs et surtout comment les politiques publiques peuvent impulser des désirs ou des rêves qui sont parfois, qui relèvent des Trente Glorieuses, la fameuse maison individuelle que vous avez pu évoquer, ou cette ère du pétrole que vous avez pu évoquer. Vous savez, la maison individuelle, c'est le fait de faire pousser. Les gens ont envie de faire pousser massivement. Faire pousser un arbre, faire pousser des fleurs, avoir un chien. En France, il y a 15 millions d'animaux domestiques pour 18 millions de bovins. Pour avoir un peu un ordre de grandeur, des équilibres, si vous voulez. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont besoin d'un rapport à la nature, ils ont besoin d'avoir la fierté d'un arbre qui a vieilli. C'est avoir planté un arbre il y a longtemps, vous êtes vieux, l'arbre est immense, quelque part, vous avez transmuté votre propre usure, si on peut dire, dans la grandeur de l'arbre que vous avez planté. Donc, je veux dire, déraciner l'homme du sol, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Je suis pas sûr que ça soit une très bonne idée. Et vous savez, les élites sociales qui en parlent beaucoup, faut jamais oublier qu'à Paris, vous avez effectivement 2 millions d'habitants, mais vous en avez presque la moitié. Il y en a 55% qui vivent tout seuls, qui ont généralement une famille ailleurs, etc. Et puis les autres ont beaucoup de résidences secondaires. Donc, si vous voulez, les élites sociales sont en fait birésidentes dans toutes nos grandes sociétés. Elles n'en parlent que très peu. C'est un peu comme le mec qui fait du vélo à Paris, qui le week-end va à Marrakech en avion. Il faut toujours être très prudent sur l'ensemble des pratiques. Moi, je regarde toujours l'ensemble des pratiques pour intégrer, si vous voulez, les choses telles qu'elles se font. Voilà. Mais je vais vous dire une chose. En ce moment, on pourrait dire que les chevaux sont passés devant la diligence. C'est-à-dire que, si vous voulez, depuis des années, les élus ont l'impression qu'ils tirent les sociétés. Ils veulent les réformer, ils veulent les transformer. Attendez, excusez-moi, les 63 000 ronds-points sont impardonnables. On a détruit des paysages gigantesques. Ça vaut entre 500 000 euros et 1 million, 2 millions. Les Allemands en ont fait 5 000, les Américains 10 000. Je veux dire, la France est un pays de rationalité qui détruit au nom de la modernité sa mémoire. Et donc, je dis pas qu'il n'y en a pas 10 000 qui sont utiles pour la circulation des voitures. Mais enfin, c'est évidemment que chaque élu qui n'a pas 2 ou 3 ou 4 ronds-points n'est pas un élu puissant. Donc, il y a, si vous voulez, ce marquage sur les sols. Donc, on a tiré les sociétés. Je pense que cette pandémie fait que la société est en avance sur la décision publique. Le grand danger, c'est que les gens veuillent appliquer demain les programmes qu'ils avaient eu hier. Ou qu'ils disent, ah, mais si on m'avait écouté hier, on n'en serait pas là. Non, la question, c'est j'écoute comment la société a changé. J'écoute ce que les gens pensaient. Vous savez, des gens enfermés chez eux qui pensent pendant 1 an ou 2. C'est comme s'ils avaient fait une retraite dans un couvent ou comme si. Souvent, on va dire, on parle des jeunes aujourd'hui. Bon, moi, je suis d'une génération, mes 2 grands-pères étaient à Verdun, mon père était engagé volontaire en 1939, les élèves de mon père ont fait 24 mois en Algérie dans les Aurès, les étudiants. Donc, bon, je veux bien croire que la situation est pénible, mais enfin, il faut quand même relativiser tout ça. C'est moins pire d'être un peu confiné dans ces CTU que d'être 2 ans dans les Aurès, surtout avec cette guerre monstrueuse. Donc, il faut faire attention au marquage, et je pense, si vous voulez, que la société change très vite, les désirs des gens, leurs attentes, ils ont réfléchi, ils sont beaucoup plus... Quelque part, ils ont beaucoup plus d'idées sur eux-mêmes qu'ils n'avaient il y a 2 ans, même les gens modestes. On a beaucoup plus lu de livres, on a beaucoup plus fait de musique. Par exemple, on a vendu 20% de guitares en plus. Simplement, c'est anecdotique, mais les livres ont explosé. Je dirige une maison d'édition. Si vous voulez, le marché du livre n'a jamais été aussi puissant. Donc, si vous voulez, ça veut dire qu'on s'est remis à lire en masse. Et donc, tout ça, c'est des phénomènes qu'il faut comprendre, je dirais, cette intelligence collective qu'on a intégrée dans le fait que 6 heures, on doit être chez nous, pour le dire.
Effectivement, on fait autre chose. Y compris, on s'est hyper informé. Les gens peuvent tous vous dire où est la Corée du Sud. Je pense qu'il y a 2 ans, ils ne le savaient pas. Mais ils ont tous vu la carte, parce que tout le monde montre la Corée du Sud, elle a un taux, la Chine, elle est là. La culture géographique planétaire a progressé. Moi, je pense qu'on a basculé dans une civilisation numérique et écologique. On était dans la fin de la civilisation industrielle. On voyait très bien que les classes sociales, tout ça ne marchait plus. D'ailleurs, les gens étaient massivement populistes ou ne votaient pas. Et puis, d'un coup, on a basculé dans une autre civilisation, qui est la civilisation numérique et écologique. C'est pour ça que moi, je suis assez positif, si vous voulez, parce que avant, vous voyez, ça me faisait plaisir de trier mes déchets, de vendre mon diesel pour acheter une voiture à essence, mais je n'avais pas l'impression vraiment que ça allait résoudre la question. Là, l'humanité s'est solidarisée pour lutter, elle peut se solidariser pour gagner la bataille du réchauffement climatique. Et donc ça, si vous voulez, c'est un basculement d'imaginaire, de confiance. Les gens ont compris qu'on peut modifier nos pratiques. Je ne dis pas qu'on va s'enfermer pendant 20 ans pour arrêter de chauffer la planète, mais on peut imposer des changements de pratiques sociales et les sociétés peuvent évoluer. Et Jean, ce qui a été... On a remis la science au centre de la compétence. Et ça, c'est quand même essentiel parce que, mine de rien, trouver un vaccin en moins d'1 an et y investir des centaines de milliards, le niveau de la science médicale va tellement progresser que ce qui va se passer dans les 10 ou 20 ans sur le sida, sur le cancer, etc., peut complètement bouleverser les sociétés. Et Jean, ce qui est aussi assez symptomatique de cet épisode, c'est que ce que tu dis sur le fait qu'on peut agir collectivement et on peut avoir les choses, on l'a vu concrètement. C'est-à-dire quand on a été confiné pendant effectivement 3 semaines lors du premier confinement, on a vu l'impact énorme que ça avait collectivement, ensemble, sur l'extérieur, le bruit, la nature, le recul de l'épidémie, etc. Je propose que Marc... Les gestes de solidarité étaient considérables, notamment de la part de la jeunesse, qui s'est mis à faire les maraudes, qui a fait les courses. Je veux dire, les jeunes, pour regarder à Noël dernier, il n'y a aucune transmission, pendant les fêtes de Noël, il n'y a pas eu de transmission du virus. Donc les jeunes s'étaient tellement protégés pour ne pas transmettre. Je veux dire, il faut le dire parce que la jeunesse a été fantastique, alors que ce n'est pas forcément elle qui s'est le plus amusée. Mais donc c'est elle aussi qui a le plus incorporé dans la façon dont elle va conduire le monde après, comme nous, la génération de 68. Quelque part, le monde d'après, on l'a construit sur cette période. Le rapport aux femmes, le rapport à la nature, le développement de l'écologie, etc. Donc les choses vont naître. Et je pense que la génération d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ils ont énormément progressé mentalement, même s'il y en a aussi beaucoup qui ont souffert, il y en a qui sont dépressifs, c'est aussi ça. Mais ne voyons pas que ça. Marc, est-ce que tu as la possibilité d'offrir la parole à quelques personnes ? Oui, peut-être qu'on peut entamer la conclusion de ce webinaire par un échange collectif. Julie Boustingory du pôle métropolitain de Pays de Berne avait une question à vous poser suite à vos interventions respectives. À Joël de René ou à Joël de René d'abord ? À Joël de René et à Jean Viard. Allez-y. Bonjour. Merci beaucoup. Moi, c'était effectivement peut-être une interpellation au croisement des 2 analyses et puis des réactions de Monsieur Cazenave. On a tous conscience qu'on est dans un moment où on doit anticiper un changement du métabolisme de nos territoires pour aller un petit peu plus loin que la simple ville. Nos territoires qui sont considérés ou qui étaient considérés comme intermédiaires parce qu'il y a cet effet levier du fait de leur nouvelle désirabilité et on doit intégrer ce nouveau critère qui est que ce qui fait nos territoires, c'est certes l'action publique et leurs habitants, mais aussi finalement ce côté projeté des futurs arrivants. Et moi, en tous les cas, ça m'évoque trois questions. Comment et à quelles conditions finalement cette nouvelle donne pourrait aussi provoquer une approche interterritoriale un petit peu plus performative. On est, nous, dans un département qui est très particulier, qui est très bicéphale. Je m'appelle Julie Boustingory, je viens de Bayonne, je bosse pour le Pays de Béarn. Je pense que j'éprouve bien la différence entre le Pays Basque et le Béarn. Et pourtant, vu de Paris, j'imagine très bien que la dimension Pyrénées-Atlantique, elle a toute sa performativité. Deuxième question qui m'était venue, c'était comment cette vision réticulaire que vous avez évoquée, elle pourrait accompagner un mouvement un petit peu plus global de réinvention des interactions. On a parlé de la ville et de la campagne, comment finalement ce qui habituellement était opposé comme modèle pourrait peut-être émerger comme dans une logique de lien. Et en dernier lieu, cette notion de désir et de désirabilité qui a été quand même beaucoup énoncée comme une forme de promesse, encore faut-il, à mon sens, la tenir. Et au-delà de l'effet déceptif qu'on sait
que ça peut toujours engager. Nos territoires intermédiaires actuellement, ils ont l'opportunité de saisir une mutation en fait à l'œuvre, une mutation sociale dans les aspirations, mais avec une crainte de mon point de vue, ou en tous les cas un écueil à essayer d'éviter, c'est comment finalement ne pas s'y perdre, comment ne pas s'y dévoyer en essayant de répondre à des attentes qui sont projetées, et comment, au contraire, nos identités culturelles pourraient être aussi la matière et le creuset de ces nouveaux systèmes de valeurs que vous avez pu évoquer. Je voulais juste vous rappeler, Joël, à la question, comment est-ce que votre approche réticulaire peut réinventer le rapport rural-urbain? Moi, j'ai entendu ça dans la question de Julie Bustalgori. Mais le rapport réticulaire favorise le rapport urbain dans la mesure où le rapport réticulaire crée de la proximité virtuelle. Mais la proximité virtuelle se traduit par une proximité réelle. On l'a vu justement avec le Minitel dont je parlais tout à l'heure. Le Minitel, c'était des relations virtuelles, mais qui conduisaient à des relations réelles. Les gens se donnaient des rencarts. Et donc, la réticulation virtuelle dans le territoire conduit à la volonté de se voir réellement. La place du village virtuel, elle est complémentaire d'une place du village réel. Les gens ont besoin de se toucher. En ce moment, c'est difficile avec le Covid. Les gens ont besoin de se toucher. L'aspect tactile, les gens s'embrasser, se toucher, le bisou, l'étreinte est fondamental. Et ça va rester après le Covid. Donc, la réalité virtuelle renforce la réalité réelle et le réseau des territoires renforce le réseau humain. Donc, pas de défaitisme de ce côté-là. Jean, comment réagissez-vous aux questions que nous pose Julie? Non, mais je vais d'abord répondre à ce que vient de dire Joël. Moi, je parle tout le temps de la sexualité, des déplacements des gens, etc. C'est essentiel. Non, mais c'est essentiel parce que c'est le premier motif de déplacement. On ne parle jamais que des rapports domicile-travail qui ne sont qu'une toute petite, que le tiers en réalité de nos principes de mobilité. Il ne faut jamais l'oublier. Et si vous voulez, en plus, en ce moment, on vient de vivre 1 an avec nos couples légaux. Ce qui ne sont pas forcément les couples réels, et la vie intime n'est pas forcément d'être 1 an enfermé avec son conjoint officiel. Vous voyez, il y a aussi toutes ces, y compris dans la montée de la violence, il y a l'absence de sport, l'absence de danse, et c'est au fond ce refermement de la famille sur la famille officielle. Donc c'est des enjeux tout à fait importants, et les jeunes ont énormément... les jeunes se sont dragués par Internet, il faut dire les choses comme elles sont. Il y a un niveau d'utilisation d'Internet pour rencontrer des partenaires, vu qu'on ne peut pas se rencontrer autrement, qui forme aussi la culture de la jeune génération. Donc ça, c'est des choses qui vont continuer à jouer après dans les pratiques sociales. Donc je pense que c'est extrêmement important. Il faut essayer Tinder pour comprendre. Oui, oui. Essayer Tinder pour comprendre. On voit que Tinder, c'est incroyable. Non, mais tout à fait. Donc, c'est pas à mépriser. Et en plus, quand on regarde aux États-Unis, moi, j'avais été frappé que souvent le deuxième mariage se fait par Internet, pas le premier. Parce que la première rencontre, c'est une rencontre réelle, enfin réelle, la deuxième est réelle aussi, mais je veux dire que par contre, quand vers 40 ans, souvent, on veut changer sa vie, ben là, souvent, en fait, le deuxième partenaire, on l'a trouvé dans le numérique. Donc, c'est toujours amusant de regarder ces chiffres, de se demander comment ça se fait, etc. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, je pense que les gens vont rechercher beaucoup de sens. Ils vont se demander, ma vie a quel sens? C'est ça qui va se passer. Pourquoi il y a des couples qui vont se séparer autant? Parce que, est-ce que mon couple a tellement de sens? Au fond, on est ensemble, mais qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble? J'ai ce métier, je travaille pour cette entreprise, mais quel est le sens de ce métier? Donc, je crois qu'on va là dans une période beaucoup plus exigeante. Moi, vous savez, la différence urbain-rural, c'est un discours, c'est compliqué parce que l'essentiel des gens sont des deux côtés en réalité. Ne fût-ce que parce que les nombres que je vous donnais en termes d'appartements et de maisons avec jardin, les 3,5 millions de résidences secondaires, le phénomène des vacances et des parents week-end, on est dans une société beaucoup plus urbain-rural qu'on ne le dit. Et si vous voulez, il y a beaucoup plus de gens. Regardez l'écoute, par exemple, moi je suis fasciné par les gens qui écoutent les émissions de jardinage sur France Inter ou sur Europe 1. Il y a une passion pour ces émissions. Mais c'est bien, peut-être les gens n'octroient pas de fleurs, mais ils manipulent le vivant. Et je veux dire, ils font pousser. Et ils écoutent ce qu'explique sur les rosiers. Alors, il y a débat entre le mec de France Inter qui dit qu'il ne faut pas les tailler, tout ça et tout. On est tous très, très au courant du débat sur les rosiers. Et donc, si vous voulez, c'est vraiment passionnant parce que les gens, l'écologie, c'est quand même d'abord de toucher la nature. C'est-à-dire que pour moi, l'écologie, c'est bien sûr des grands systèmes de réchauffement climatique, tout ça et tous ces sujets, mais c'est aussi le plaisir. Moi, je suis de la génération qui allait vivre à la campagne. Moi, je suis babacool depuis 68. Et qu'est-ce qu'on voulait? On voulait à un moment, effectivement, être directement les pieds dans la boue. Je veux dire, il y avait cette espèce de retour au sol. Moi, je pense que c'est une dimension. Et donc, je pense que de plus en plus, le boulot qu'on a à faire, c'est de permettre que les gens sortent plus facilement des villes. On n'a pas été très bon.
Il faut que les transports soient des transports qui permettent sans arrêt d'entrer et de sortir des villes et des métropoles. Mais n'oubliez pas que le rôle central des 8 ou 10 métropoles françaises, si vous voulez développer votre pays, il faut aussi se dire comment on va à la métropole. Par exemple, une question simple, est-ce que votre département construit des CTU pour ces jeunes à Bordeaux ou enfin aux villes universitaires autour. C'est-à-dire, est-ce qu'on suit sa population ou est-ce qu'on suit son territoire? Et pour moi, c'est un enjeu majeur parce que les politiques, ils suivent toujours leur territoire et rarement leur population. Et notamment, je pense qu'il devrait y avoir des CTU dans toutes les grandes villes qui appartiennent aux départements qui n'ont pas d'université. Et il devrait y avoir à Paris une CTU des régions de France en face de la Cité internationale. Je veux dire, il faut arrêter de considérer qu'on garde sous cloche si les gens qu'on sait n'aident à partir, qui reviennent. Et le numérique, je suis né là-dessus, mais il y a des lycées où tous les jeunes, on les rentre dans la base de données et tous les mois, toute leur vie, on les informe sur ce qui se passe là où ils ont fait des études. Quand on cherche un médecin, on leur dit « Ah ben là, voilà, vous avez été lycéen à tel endroit, on cherche des médecins, s'il y en a un qui a envie de revenir habiter ici, etc. » C'est-à-dire on considère le lien à travers le temps comme une continuité du lien à tous ceux qui à un moment ont aimé le territoire. C'est extrêmement efficace pour trouver des compétences, pour les faire revenir et pour faire revenir les retraités qui, si je peux me permettre, sont une grande ressource de nos territoires. Merci beaucoup, Jean. Marc, est-ce que nous avons une autre interlocutrice ou interlocuteur pour poser une question à nos intervenants, sachant qu'on va rester jusqu'à 10 à peu près pour laisser le temps au débat? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore une intervention à poser? Non, alors là, il n'y a plus personne qui a évoqué une volonté de prendre la parole. En revanche, peut-être de revenir sur les questions qui avaient pu être posées à Joël Le René et qu'on n'a pas pu effectivement poser tout à l'heure. Mais qui fait écho à des éléments que vous avez pu évoquer au fur et à mesure du webinaire. Il y avait une question qui tournait autour du numérique et de l'intelligence augmentée. Vous avez évoqué qu'aujourd'hui, nos smartphones sont à la fois des prothèses, nos prothèses, et à la fois des formes de télécommande. Et il y avait une question sur finalement quel peut être le risque de perdre pied avec la réalité, ou en ce sens de re-questionner notre place par rapport à notre environnement et à la nature. Donc il y avait une question qui tournait autour de cet enjeu ou de cette problématique. Oui, c'est une vieille question en fait qui remonte à l'apparition de l'ordinateur personnel. À cette époque-là, on discutait beaucoup du fait qu'on avait passé trop de temps devant son écran avec son ordinateur personnel et qu'on perdrait le contact avec la réalité réelle. Ça a été un risque, mais on a réussi à le surmonter par le dialogue social, par la réunion, par le partage avec les autres. Mais c'est vrai aussi qu'on voit avec le smartphone qu'il y a une sorte de perte de la réalité. Il y a un événement qui se passe et tout le monde se précipite avec son smartphone pour prendre une photo et la poster sur Facebook. Ils perdent le sens de la réalité de ce qu'ils voient. Un accident ou un beau paysage, on prend la photo et on va la poster, on va la discuter après. C'est une perte de contact avec la réalité réelle. C'est la volonté de passer par un intermédiaire qui s'appelle Facebook, ou la photo sur laquelle on aura des likes. Et ça, à mon avis, c'est un vrai risque de perte de conscience de la réalité. Le smartphone est un outil prodigieux, mais en même temps, c'est un outil trompeur dans la mesure où il nous fait prendre la photo de la réalité comme la réalité elle-même, surtout si elle est partagée par un grand nombre de personnes avec des likes qui y sont attachés. Marc, est-ce que tu as encore un point? Sinon, moi, j'en avais une aussi pour Jean tout à l'heure. Mais vas-y, tu as une autre question? Alors, la question était plutôt à l'origine, là aussi, pour Joël Le René. Donc, peut-être, Denis, pour qu'il puisse y avoir un temps. Non, Jean, je voulais faire le lien avec la question de Julie Bustingerie tout à l'heure sur un aspect que tu as évoqué dans ton interview sur la publication des cahiers de l'ODAP, où tu disais que tu as parlé tout à l'heure du moteur des métropoles et tu signalais un autre moteur qui était celui des espaces forestiers et agricoles français. En quelques mots, parce que je sais que la pensée peut largement être développée, en quelques mots, Jean, pouvez-vous développer? Tu as tout à fait raison. Moi, je dis, il y a au fond des métropoles qui pèsent en milliards et il y a une agriculture et des forêts qui pèsent en hectares. Et au fond, la forêt et l'agriculture, c'est encore 70% du sol national. On est à la fin d'un modèle qui a été pensé dans les années 70 pour garantir l'indépendance alimentaire par la chimie et par la mécanisation, on le sait, qui est en cours de transformation. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les sociétés de demain, la question de la sanctuarisation des terres agricoles, la question effectivement de dire qu'on va devoir produire de la nourriture, de l'aliment, mais aussi capter du carbone, mais aussi produire de l'énergie. Moi, je dis souvent aux paysans, le solaire et le vent, c'est vous.
vous êtes laissé piquer finalement deux de vos grandes compétences, c'est la gestion du vent et la gestion du solaire. Et donc, la question de la forêt, évidemment, où la forêt est extrêmement peu exploitée. Donc, il est dans une société beaucoup plus écologique. La question du monde agricole, du fait que c'est un monde qui s'ouvre, c'est un monde où 25% des jeunes agriculteurs ne sont pas d'agriculture. Il y a deux forces, au fond. Il y a le numérique appuyé sur les métropoles, il y a la terre arable de l'autre côté, et entre les deux, il y a l'essentiel des habitants. Les habitants, ils habitent entre la métropole et les terres arables. Et moi, je dis là, on a une immense politique de ville-jardin à construire. C'est un territoire apolitique, c'est un territoire qui souvent vote Front National. On n'a pas fait de corsage politique, si je peux dire, pour cette immense ville-jardin. C'est là qu'il faut densifier la ville-jardin. C'est-à-dire ce qu'il y a en gros à 30 ou 40 kilomètres des villes, il faut le densifier, il faut le penser en archipel. Il faut que chacun, par sa fenêtre, Rennes a fait un boulot fantastique, ils ont construit depuis 30 ans pour que chacun dans l'immeuble, quand il ouvre la fenêtre, soit il voit une exploitation agricole, soit il voit la nature, soit il voit du patrimoine historique. Donc tout est construit sur le regard, c'est très japonais comme façon de penser l'espace. Mais je veux dire, je pense que là, on a un énorme boulot à faire. Il y a deux puissances, il y a la nature travaillée et il y a le numérique et la ville. Et entre les deux, il y a l'habitat populaire. Si on se représente... Il y a la ville-jardin et il y a aussi l'agriculture verticale. Tout à fait. Verticale dans des bâtiments qui sont organisés pour faire de l'agriculture grâce à l'énergie solaire. Bien sûr, non, mais l'agriculture urbaine est un vrai enjeu. En même temps, comme je dis toujours aux Parisiens, vous mangez 3 millions d'œufs par jour. Si vous voulez, on vous envoie les poules. Là, effectivement, ça limite le projet. Mais l'agriculture urbaine, c'est passionnant, y compris que c'est un des moyens de rafraîchir la ville, de capter le solaire, etc. Et puis, c'est aussi un moyen pédagogique que les gens voient comment on travaille. Vous voyez, moi, je plaide pour que chaque école ait sa ferme, comme l'a fait la ville de Montsartou, que les enfants voient les produits, que les enfants voient les gens qui travaillent la terre, qu'ils sachent que ce qu'ils mangent à la cantine, ça a été produit à tel endroit, etc. Vous auriez 40 000 fermes rachetées par des communes pour nourrir leurs écoles. D'abord, ça serait une solution pour des agriculteurs, mais je pense que d'un point de vue du rapport à la nature, c'est un investissement absolument gigantesque et passionnant. Tu as vu le succès des visites scolaires, des ruches d'abeilles sur le toit de l'Opéra? Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est pour ça. Revenir au rapport à la nature, il faut d'abord l'aimer, je veux dire. Aux États-Unis, quand on demande aux enfants de dessiner un poulet, ils dessinent un poulet dans une barquette en plastique. Forcément, ça pose un problème. Vous savez que sur ce sujet-là, nous avons à l'agence d'urbanisme accompagné récemment des élus de l'intérieur de notre département et dans un espace que l'on peut imaginer être facilement caractérisé de rural. Et des élus ruraux étaient là, agriculteurs. Sur la douzaine avec lesquels nous travaillons, il y en avait 10 qui étaient agriculteurs. Eh bien, on travaillait sur le devenir d'un espace et sur le devenir de cet espace, les agriculteurs maires en présent eux-mêmes nous disaient: mais il faut qu'on refasse une ferme spécifique avec des poulets, des oies, des coqs, etc. parce que nos enfants ne savent plus ce que c'est. Donc, nous sommes en milieu rural, je le rappelle, et ce sont des maires ruraux qui nous l'ont présenté. C'est-à-dire que je pense effectivement, comme le suggérait Jean, que la différence rural-urbain n'est plus du tout pertinente dans l'analyse de nos territoires. Et j'aime à penser cette histoire de densification de ville-jardin. Ces deux puissances que tu évoques, numérique et nature, me semblent être des moteurs totalement importants. Si nous n'avons plus de questionnement là-dessus, je vais me permettre de vous remercier, Jean, Joël, Franck. Excuse-nous, on a laissé passer ensuite le débat. Franck, j'espère que tu ne nous en veux pas. Je voulais juste conclure en disant que nous avons fait un tour assez général avec des détours assez originaux. Moi, ça me plaît bien. On a parlé désir, on a parlé création, invention. Et donc, je trouve que c'est ça aussi nos territoires. C'est cette richesse de création que nous ouvre aussi notre débat de ce jour et les contraintes de cette pandémie, qui n'en est qu'au début, si j'ai bien compris les propos de Jean et de Joël. Peut-être, Joël, un dernier mot de conclusion et Jean, et nous vous remercions tous. Je pense qu'il est extrêmement utile de territorialiser les idées théoriques du monde de demain. On parle du numérique, mais de territorialiser le rôle du numérique dans la relation humaine du territoire, dans la construction des villes, dans le rôle des mairies. C'est fondamental et je vous remercie de l'avoir fait dans ce webinaire très utile. Il faut territorialiser le numérique pour mieux le dominer, le comprendre et prévoir demain. C'est une belle conclusion. Merci, Joël. Jean ? Je dirais que si vous voulez, une crise, c'est un accélérateur de tendance.
Donc, on va voir tout le rapport à l'intime, tout le rapport à ces sujets, le rapport évidemment à l'écologie qui vont prendre une place nouvelle. Mais il faut aussi être attentif aux nouvelles tendances qui vont démarrer. Parce qu'une crise, ça fait aussi démarrer des tendances qui vont être fortes dans 10 ou 20 ou 30 ans. Vous savez, moi qui ai fait 68, les filles ne parlaient pas, l'écologie, on n'en parlait jamais, la décentralisation, ce n'était pas un sujet, mais c'est quand même de là que c'est né. Et donc, si vous voulez, en ce moment, on entend, je dirais un peu ce qu'on dit comme ça, soyons très attentifs à ce qui va émerger dans les attentes des gens, dans les attentes de la jeunesse, dans les attentes des personnes âgées aussi, qu'on avait pris l'habitude d'enfermer dans des EHPAD qui ont été toxiques. Donc là, il va y avoir des bouleversements. Il faut regarder les petits signes qui vont apparaître très vite pour ne pas passer à côté. Ça, c'est important suite à tous les commentateurs que l'on entend partout, effectivement, il y a des nouvelles tendances qui vont émerger, c'est aussi celle qu'il faut suivre. Franck Cazenave, peut-être notre homme du pas de côté pour conclure, et nous vous remercions tous. Franck ? Non, merci à vous et à vous tous. Je pense qu'effectivement, le rôle de l'art, de la culture, qu'on a vu mis à mal particulièrement durant cette crise, même s'il y a des soutiens, mais c'est surtout celui-là, c'est celui de créer du lien et d'interpeller. Et je crois qu'on était, espérons-le, on est un pays de culture. Il ne faut jamais oublier la place de la culture dans notre pays. Elle est faite pour nous rapprocher et voilà, je pense que c'est cette place-là qu'il faut redonner à la culture parce que le partage des expertises, des origines ou des sensibilités est essentiel pour envisager la suite sereinement. Merci Franck, c'était un beau clin d'œil et on pense à tous les gens du monde de la culture qui souffrent également complètement et nous aussi on souffre de ne pas vous voir et de vous entendre et de vous regarder. Merci beaucoup à toutes et à tous. Nous espérons que ce webinaire aura été intéressant pour vous. Vous êtes apparemment restés nombreux en ligne pendant toute cette heure et demie, un peu au-delà. Merci à toutes et à tous et à nous revoir dans un prochain webinaire, je l'espère, d'ici la fin de cette année. Merci beaucoup. Au revoir.